Hello les légendes, troisième épisode de notre série Histoire de marque, que l'on sort la semaine du Moselle Open ATP 250 de Metz, puisqu'Artengo est sponsor officiel de la balle du tournoi d'une part et cordeur officiel de l'événement d'autre part. On aborde avec Cyril Perrin, marque leader chez Decathlon et donc Artengo, les dessous du contrat signé entre la marque française et Gaël Monfils. Notre invité nous explique comment fonctionnent les tests raquettes à l'aveugle, comment les équipes d'Artengo ont surmonté une mission surhumaine pour signer la Monf également sur son textile, 4 jours avant de partir en Australie. On aborde ensuite le croustillant volet financier qui devrait vous plaire dans un milieu habituellement assez opaque. Et je remercie Cyril d'avoir joué le jeu. Artengo a depuis renforcé son équipe d'ambassadeurs et ambassadrices en ayant notamment accueilli la joueuse russe Daria Kasatkina, actuellement 11e mondiale et récente demi-finaliste de Roland-Garros, Paris gagnant. Sachez que depuis l'enregistrement, les légendes, j'ai joué et gagné à peu près 10 matchs, il me semble, cet été avec la raquette TR 960 et j'ai adoré le produit. Excellent mix entre contrôle, tolérance et puissance. Et croyez-moi, je n'en parlerai pas si c'était pas le cas. Cyril termine l'entretien en nous expliquant comment Artengo se démène pour se faire une place parmi les géants du secteur. Et c'est passionnant. Mettez un like à cette vidéo, ça sera fait. Et place maintenant à notre troisième épisode d'Histoire de marque dédié à Artengo. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Cyril Perrin, plus précisément. Tu es depuis 30 ans chez Decathlon, avec plusieurs missions, dont des ouvertures de magasins en Chine. On pourra en reparler en attendant. Tu es leader tennis, et plus particulièrement de la marque créée en 2006 au sein du groupe Decathlon Artengo. L'idée était d'abord de démocratiser l'accès au sport de raquette, tennis de table, badminton, squash. La marque proposait avant tout du matériel pratique, facile à utiliser et abordable financièrement, destiné aux débutants et joueurs occasionnels. Et en 2016, virage, la marque s'est scindée en plusieurs équipes dédiées, donc tennis de table, badminton, squash, mais également paddle et sport basque. Sport basque, j'attends de tester vos palas à l'occasion. Chaque sport de raquette est désormais associé à un nom spécifique, par exemple Pongori pour le tennis de table ou encore Kukma pour le paddle. Voilà. Et Artengo restera celle du tennis avec une quarantaine de collaborateurs qui travaillent au service des joueurs et joueuses de tennis de tout niveau. Elles et ils conçoivent, développent et commercialisent des produits adaptés à chaque niveau et style de jeu. 60% de l'effectif est exclusivement dédié à la conception. Ingénieurs produits, ingénieurs essais, designers, stylistes, chefs de produits. Sur les 4 prochaines années, Artengo entend séduire les joueurs et joueuses experts grâce à une offre sans cesse plus poussée sur les produits corps, à savoir raquettes, cordage, balles. Vous avez eu un gros coup de projecteur en ce début de saison 2022 à l'occasion du partenariat signé entre Artengo et Gaël Monfils. Gaël a d'ailleurs gagné le premier tournoi de la saison à Adélaïde, puis fait quart à l'Open d'Australie en perdant seulement en 5-7 contre Berrettini. Depuis, on l'a un petit peu moins vu, hélas, mais il semble quand même à l'aise avec la TR 960 Control Tour. Voilà pour mon intro. Cyril, pour commencer, avant de parler des dessous du partenariat avec Gaël, tu vas pouvoir certainement nous raconter quelques anecdotes bien senties. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui t'es et ce que tu fais précisément? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bon, déjà, c'est une très belle intro, hein. Je ne vais pas avoir grand-chose à dire de plus que ça, hein. Allez là, vamos. Exactement. Bon, ouais, donc, Cyril Perrin, une cinquantaine d'années, comme ça laisse un petit flou sur, voilà, une trentaine d'années, effectivement, c'est chez Decathlon, avec un parcours qu'on appelle chez nous assez classique, d'abord en magasin en région parisienne, jusqu'au poste de directeur de magasin. Et puis ensuite, j'ai fait moi une première partie de ma carrière ici déjà dans les sports de raquettes à Lille. À l'époque, ça s'appelait Inesis. On reviendra un petit peu sur l'histoire, où j'ai été chef de marché sur l'offre tennis, hein, donc responsable de l'offre qu'on trouve dans tous les magasins Decathlon. Et puis ensuite, effectivement, j'ai fait un petit passage en Chine de 5 ans à l'ouverture de Decathlon en Chine. À l'époque, il n'y avait qu'un seul magasin qui avait ouvert 2 mois avant, je crois, sur l'offre de tous les sports. Donc, essayer d'adapter l'offre que l'on avait dans les magasins européens au marché chinois et essayer de trouver la bonne offre avec le bon juste prix pour essayer effectivement d'ouvrir la Chine. J'en suis reparti 5 ans après. On avait ouvert 18 magasins. Et Oh. puis ensuite, j'ai occupé différents postes. Un poste de directeur marketing et communication sur le running,
sur la marque Kalenji à l'époque. Et puis ensuite, j'ai été patron de la marque Newfield, donc de Sur la le marche. running, juste sur le running, petite précision, tu as eu des partenariats avec Stéphane Diagana Ouais, et d'autres personnes, c'est ça? exactement. Donc, on avait signé un partenariat avec Stéphane Diagana plutôt sur la conception produit. On en reviendra un petit peu sur le rôle de nos partenaires. Et ensuite, on avait intégré Thierry Breuil sur la partie trail, qui était à l'époque à la fois champion du monde par équipe et champion de France. Donc voilà, ça a été mes premiers contacts avec les sportifs de haut niveau. Et voilà, entre-temps, j'ai été patron effectivement de la marque Newfield, qui est la marque de marche sportive, et puis de retour sur le sport passion, parce qu'avant tout, je suis un passionné de tennis, joueur depuis mes 4 ans ou 5 ans, donc depuis un Ah, petit yes. moment. Voilà, encore seconde série, Allez là. faisant encore une trentaine de matchs par an. Ah, quand même. Ah Affûté, ouais, ouais, Cyril. ouais, non, non, ouais, 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 ouais. Non, non, c'est une passion qui m'a jamais quitté. Alors en Chine, ça a été un peu plus compliqué, mais pour jouer au tennis, mais sinon, je me T'as, suis vite remis. t'as pu taper la balle un peu là-bas quand même? Oh, très peu, un petit peu. Il y avait, alors c'est un petit peu plus démocratisé maintenant, mais là, on parle quand même d'il y a une dizaine d'années. Et à part quelques clubs, c'était assez difficile de trouver à la fois des cours et à la fois des partenaires, surtout pour pouvoir taper. Surtout qu'on était une équipe relativement réduite de Français et il n'y avait pas forcément de joueurs de tennis dans mon équipe. Donc, T'étais dans quelle ville? j'étais à Shanghai, moi. J'étais basé à Shanghai. Et t'as fait quoi? Tu courais du coup à côté? Ouais, ouais, je me suis mis à courir pas mal. Et puis, je jouais au badminton, en fait. D'accord. J'ai beaucoup joué au badminton là-bas. Et là, Et c'était assez sympa parce que là, il y avait du niveau, par contre. et t'es à combien aujourd'hui? Je suis à 4-6. Wow! Oh, le traquenard, le cinquantenaire 4-6 qui lâche rien, putain. Et Bah ouais, ton style écoute, de jeu, c'est quoi? j'ai cours de plus en plus les points. Voilà, Donc, donc très je joue offensif. plutôt sur ma ligne. J'évite de reculer et j'essaie de jouer plutôt en deux ou trois coups de raquette, quoi. Là, tu joues sur Taraflex et t'es injouable. Euh, ouais, plus ça va vite, plus je suis assez à l'aise. Ouais, effectivement, Chip, j'avoue. chip and charge, C'est un peu ça. Ouais, ouais, ouais. impossible. Service volé un peu, retour volé ou pas? Ouais, alors je le fais moins. Je l'ai fait très longtemps. Très Ah ouais. longtemps, je faisais service volé. Et puis là, je le fais moins parce que je trouve que tout le monde a vachement progressé à la fois au retour Ouais, et en passing. Hein, je me fais petite souvent trouée. bien passer. Ouais, mais c'est depuis les revers à deux mains, hein. Yes. Ça a quand même fait évoluer le jeu, notamment en retour, hein. C'est beaucoup plus facile de retourner quand même. Et t'es originaire d'où et t'as été combien à ton meilleur? Bah, c'est mon meilleur classement. Ah ouais, propre. Oh, bah, c'est cool. Ouais. Très bien. Et atteint l'année dernière. Comme Incroyable. quoi, on peut avoir effectivement. Donc voilà. Et T'es, puis t'es, depuis, t'es, t'es originaire de quel coin? Quel club? à Paris au départ, Quelle ville? Au Combe à Bagneux. J'ai joué très longtemps au COMB à Bagneux. Et tu rêvais d'être pro ou pas? Non. Non, non, j'ai Non. vite été, en fait, si, oh, je l'ai rêvé un temps. Quand j'étais en CM2, j'étais pris en tennis pour études en sixième. Et 3 mois avant la rentrée, je me suis cassé la jambe au ski. Ah ouais, moche. Tibia péroné, 6 mois d'arrêt. Et Wow. voilà. Et Ah un ouais, an et dur. demi sans jouer. Et là, c'était terminé. Oh. Ah Ma- ouais, à 10 ans, ouais, c'est ouais. dur. Ok. Ouais, ouais, non, c'était dur. Non, non, j'ai quand même eu la chance à la fin de mes études d'aller faire 6 mois aux États-Unis Ouais. pour faire les matchs par équipe dans une université. Alors, c'était en deuxième division, hein. C'était pas en première division, mais c'était sympa quand même. Là, je me suis senti presque pro pendant 6 mois. Et pourquoi pas avoir fait le cursus intégral aux US? Ouais, ouais, j'aurais pu. Après, je pense que j'avais pas le niveau. En fait, en deuxième division, ils proposent des semestres parce qu'en fait, ils payent quand même tout sur place, Ouais. à la fois les cours et à la fois. Et j'avais pas le niveau. À l'époque, je devais être 5-6 dans ces eaux-là et j'avais pas le niveau pour aller jouer en première division et me voir offrir un cursus complet de 4 ans, quoi, en fait. Et t'étais où aux US? J'étais à Seattle. Ah, sympa. Voilà, à Seattle University, Très exactement. cool. T'as pas pris trop de pluie sur le coin du nez? Si, un peu. Bon. Mais il Je crois que paraît c'est que une ville, c'est. oui, c'est 300 jours par an. Je crois Ouais. il pleut 300 jours par an. Mais il paraît que c'est magnifique quand même. Après, c'est beau. Ouais. Voilà. Et puis donc, à la tête, pour en finir, à la tête, alors, une spécificité même chez nous, je suis à la fois à la tête d'Artengo, bien évidemment, mais aussi de l'offre tennis chez Decathlon dans sa globalité, donc en gérant également l'ensemble des autres marques du tennis dans nos offres. C'est quoi les autres marques du tennis? Ah ben, on a les autres marques, c'est Ed, Wilson, Ah oui, d'accord, que vous etc. Ah, oui, distribuez. oui. Ok. Voilà, donc j'ai à la fois la casquette Decathlon Oui. sur l'offre complète et à la fois la casquette d'Artengo sur la marque propre. Très bien.
On a affaire à un homme complet aujourd'hui au micro. Bravo. Et du coup, leader tennis, je crois que j'ai dit tout à l'heure que vous étiez un peu plus d'une quarantaine. Oui, on est Euh, 47 exactement. 47. Est-ce que ça veut dire que tu es un peu considéré comme le directeur général de... Est-ce que tu es un peu comme chef d'entreprise finalement au sein d'une entreprise, au sein de Decathlon? C'est exactement ça. Ah En tout ouais. cas, c'est ce qu'on essaye de faire, d'être à la fois d'appartenir à un groupe qui a son histoire, son ADN, son mode de fonctionnement, et d'avoir des entités effectivement dédiées à un sport et qui ont une certaine autonomie pour justement aller adapter les stratégies à leur sport et pas de pouvoir effectivement, parce que quand on gère la marche sportive ou quand on gère le tennis, forcément les codes du marché ne sont pas les mêmes et les façons de faire ne sont pas les mêmes non plus. Ok, très bien. Donc, ouais, une petite entreprise. Voilà. Et quand même, on va revenir un peu après sur les enjeux, la pression, les objectifs, tout ça. Mais on va commencer pied au plancher avec notre ami Gaël. Est-ce que tu peux nous dire comment vous l'avez approché, comment s'est dessiné ce partenariat, un peu les coulisses de ce que le grand public ne sait pas forcément? Ah, ouais, exactement. Ouais, et puis il y a des choses à dire, hein. Donc, c'était sympa. C'était une aventure sympa. Donc, J'imagine. en fait, on avait décidé l'année passée, donc en fin d'année dernière, enfin 2021, ouais, début 2021, de retourner, parce qu'on y était allé une première fois il y a très très longtemps, de retourner voir le très haut niveau pro. On avait déjà des joueurs première série française. Steve Darcis nous avait rejoint aussi il y a quelques temps et Steve avait arrêté sa carrière 6 mois avant, je crois, ou quelque chose comme ça. Oliver Et donc, en Marac fait, aussi, joueur de double. Oliver Marac, voilà, qui joue toujours, même s'il est un petit peu blessé en ce moment, mais qui a effectivement qui a même gagné un grand chelem avec notre raquette. Lequel? Alors, en Australian Open, en Yes. 2018, avec Et, Pavic. Avec, et vous aviez aussi Jérôme Henel et Nicolas Escudé, exactement. bien ça? Exactement, voilà, qui était dédié à la conception de produits chez nous. Donc, Ouais. il nous aidait effectivement à tester les produits et à faire évoluer les différents prototypes. Et donc là, on s'est dit que c'était le bon moment. On était prêt en conception à aller plus loin et à adapter davantage peut-être le matériel parce que c'est la clé hein, pour aller chercher des joueurs pros, c'est avoir cette capacité à effectivement, à partir d'un cadre donné qui existe en gamme, jouer sur les spécifications de la raquette pour pouvoir effectivement l'adapter au mieux à chaque besoin des joueurs pros. Donc, on a commencé à rencontrer quelques agents et en fait, c'est venu un peu. On avait forcément mis Gaël dans notre liste. On avait fait une petite liste Est-ce de que tu peux nous joueurs. dire qui était la shortlist? Ouais, non, 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 non. Il y a encore des trucs secrets, hein. Je pourrais pas tout vous dire. Mais Oh, oui, bah, Cyril. en fait, non, mais globalement, on s'était dit, on le verra, on discutera business model après. Mais à terme, on aimerait bien avoir 4 joueurs et joueuses, donc 2 joueurs et 2 joueuses avec l'idée à chaque fois de dire un joueur plutôt expérimenté qui est déjà sur le marché depuis un petit moment et qui a déjà une certaine aura, et à côté de lui, un petit jeune qui est peut-être dans son entrée dans le top 100 ou son entrée dans le top 150 et avec lequel on pourrait effectivement grandir. Quand on joue avec 4 joueurs, qu'on essaye d'avoir 4 joueurs, c'est effectivement la meilleure formule. Et donc effectivement, on avait mis des jeunes de 19 ans, je ne sais pas, Hugo Humbert était dans la liste, forcément. Hugo Gaston était dans la liste aussi. Alors, pas forcément français, on avait aussi mis des joueurs espagnols, etc. Et, et on avait osé mettre Gaël, je dirais presque en liste, mais en disant, bon, c'est le rêve inaccessible. Et comme quoi, hein, faut Voilà, essayer, quoi. c'était exactement ça, parce qu'en plus, on ne savait pas, au moment où on a fait cette shortlist, on ne savait pas qui était en fin de contrat, qui n'était pas en fin de contrat. C'est des choses qu'on a découvert après. Donc après, on a ajusté la liste en fonction des différentes fins de contrat. Et en fait, on a rencontré différents agents pour leur présenter notre projet. Et en fait, en parallèle de ça, l'agent de Gaël organisait justement un test, alors ce qu'on appelle à l'aveugle, c'est-à-dire un test à l'aveugle, c'est-à-dire que plusieurs marques envoient des raquettes assez proches de sa raquette ou éloignées, ça dépend ce que veut le joueur, de sa raquette actuelle. Et les raquettes, elles sont toutes noires. Hmm. Elles n'ont absolument aucun marquage qui pourrait être. Alors, si on pousse le bouchon un petit peu loin, on pourrait arriver enfin, avec la forme du cadre, si on Hmm. cherche un peu pour les vraiment spécialistes à chercher, mais je crois que ce n'est pas le but. L'idée, c'est que le joueur essaye 4-5 cadres
et, entre guillemets, à l'aveugle, sans connaître la marque, et essaye de sortir un certain ranking sur ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé, puis refaire le test, etc., etc. Et puis il se trouve qu'après une série de, je sais pas, 4-5 tests, Ouais. bah, notre raquette était dans le top 2 de Gaël. Et alors, juste une petite remarque pour illustrer ton propos, ton histoire, c'est que on a affaire à un cas particulier avec Gaël. Enfin, est-ce que tu vas me dire oui ou non après? Parce que j'ai l'impression que faire changer les joueurs de matos, c'est un des trucs les plus compliqués qui puisse y être. On a vu quelques joueurs qui se sont cassés les dents. Je pense à Verdasco qui était passé chez Dunlop pour un gros chèque et finalement qui gagnait plus un match avec la Dunlop. Mm. Est-ce que Gaël, c'est le genre de joueur qui pourrait jouer avec une poêle à frire, il serait toujours top 20 et, et du coup, bah, il devait être en fin de contrat il était chez Wilson, il me semble. Euh, et pourquoi? Alors, c'est ma spécialité, c'est de faire plusieurs questions en une. Mais pourquoi changer? Parce qu'il était plus raccord avec les montants où Wilson ne le voulait plus, ce qui me paraît peut-être bizarre. Euh, Est-ce que c'est un des rares joueurs qui est capable de s'acclimater à un nouveau matos? Enfin, tu vois, tout ça, là, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, alors moi, ce que Autant j'en je. sais, après, peut-être que c'est ma vue. À ce moment-là du test, quand ils essayent 5-6 raquettes, on n'a jamais parlé d'argent. Ok, Et on ne parle pas d'argent à ce moment-là. Donc, ouais, euh, la spécificité de Gaël, c'est qu'il voulait changer un petit peu par rapport à ce qu'il avait à l'heure actuelle. Donc, il jouait avec Wilson et il voulait ajouter un petit peu de puissance à sa raquette. Il avait d'accord. la volonté de faire évoluer son jeu. D'ailleurs, on l'a vu, hein, il va quand même de plus en plus vers l'avant et essayer de décourter un petit peu les échanges. Et donc, il avait envie de changer de matériel. Alors, ça aurait pu être très bien adapté. Enfin, Wilson aurait très bien pu le faire aussi. Mais c'est sûr que c'est plus facile, je pense, quand le joueur a la volonté d'avoir quelque chose en plus, ou en moins, en tout cas, de faire évoluer son matériel. Quand il s'agit d'une certaine continuité, bah, c'est beaucoup plus dur pour le joueur parce que chaque raquette a quand même une signature à la fois de rendement, mais également une signature auditive, etc., etc. Et ils sont habitués, ils jouent bien avec, et donc leur faire changer, c'est un cauchemar. La chance qu'on a eue dans notre histoire, c'est qu'il voulait faire évoluer un petit peu son jeu et il voulait une raquette qui envoie un peu plus, qui Et dans soit ce un peu cas-là, plus pourquoi puissante. Wilson ne se penche pas tout simplement sur un proto pour lui, quoi? Prototype? Ah, à ce moment-là de l'histoire, je ne sais pas trop, puisque après, une fois que Gaël a sorti notre raquette, c'est là où l'agent rentre en discussion avec la marque, et c'est là où le joueur apprend quelle marque il a préférée. Ouais. Là, Gaël a été surpris. Il n'a pas voulu croire que c'était une raquette Artengo. Et Ah, il y a une rumeur qui court sur le fait que, alors j'adore ta version et j'ai envie d'y croire, mais mon rôle de gars qui va chercher un peu la petite bête, c'est qu'il y a une rumeur qui court en disant qu'il joue avec son ancienne raquette maquillée en Artengo. On a hmm. tous envie de croire à la belle histoire qu'il préfère la raquette Artengo. Mais d'où viendrait cette rumeur selon toi? Une rapide pause pour nous mettre un like si t'es sur YouTube, 5 étoiles si t'écoutes cet épisode au format audio, et un commentaire sympa, ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail dans ce monde algorithmique. Un grand merci pour ton aide et fonce découvrir le compte Insta d'Artengo, ils font vivre le Moselle Open de l'intérieur et publient du très bon contenu en règle générale, ça devrait te plaire. Allez, on y retourne. Oh, c'est une bonne guerre. On va dire notamment quand un joueur joue depuis 10 ans avec la même raquette. Dans un premier temps, c'est vrai, et ça s'est vu, hein, il y a eu plein de fois où ça s'est fait comme ça. Bah, quand il change de marque, dans un premier temps, il garde la même raquette, entre Ouais, guillemets, qui est ce qu'on appelle maquillée, c'est-à-dire que c'est l'ancienne raquette, et on met juste le cosmétique. Voilà. ouais, Bah, nous, on sait que c'est pas notre histoire. Après, la façon le plus simple de le démontrer, ce serait de prendre sa raquette. Voilà, c'est la sienne. ouais, Exactement, c'est exactement. Et la mettre par rapport en face de notre raquette de gamme et de s'apercevoir quand même que c'est exactement la même. yes. Et donc ça se voit. Après, c'est des détails sur le cadre, mais c'est vrai que à la vue, quand on regarde un match à la télé, voir tous ces niveaux de détails là. Mais bon, après, je
crois que c'est de bonne guerre, c'est comme ça. Voilà, il y en a beaucoup qui ont voulu un petit peu se dire, ouais, c'est pas possible, il ne peut pas jouer avec une raquette Bon, le plus simple, c'est Artengo. que je viens de taper avec toi à l'occasion, Cyril. Et Bah, tu me écoute, feras elle pas. est là, voilà, tu pourras l'essayer. Alors celle-là, tu auras du mal à jouer avec quand même. Ah ouais. Ah bah, elle est dure à jouer. Parce que quoi, elle est plus lourde, elle est plus rigide. Bah, en fait, c'est un peu le contraire de ce qu'on vend aux joueurs amateurs. Un joueur amateur, il va vouloir jouer plus vite, il va vouloir que la raquette ait plus de rendement, donc que la balle ressorte plus vite de la raquette. Donc souvent, les raquettes, elles sont plus rigides. À l'inverse du joueur pro, lui, il veut contrôler la balle. Donc la puissance, il l'a naturellement, Ouais, voire même un peu trop, ça oui. on voit tout le temps, et il veut plutôt une raquette hyper souple. Donc, le joueur lambda comme nous, seconde série, et qui joue avec une raquette de pro, bah, la balle, elle avance pas, quoi. Hmm. Donc, tu joues mi-court. Moi, quand j'ai essayé de jouer avec sa raquette avec laquelle il joue, je joue mi-court. Je ne Ah dépasse ouais. pas la ligne de carré de service. Voilà. Je n'arrive pas à allonger parce que ça n'avance pas. Ça fait en rigidité, on tombe à des rigidités qu'on ne trouve pas dans le commerce, hein, d'ailleurs, parce que Ouais, ça ouais. serait, ça serait injouable. Ça Et serait injouable. juste pour rétablir le propos, parce que tout à l'heure, j'ai avancé la rumeur qui disait que sa raquette pouvait être maquillée. J'ai aussi entendu l'histoire que tu nous as relayée plusieurs fois, disant qu'à l'aveugle, il avait choisi la raquette Artengo. Donc Ouais. on entend les deux, c'est important de le préciser aussi. Ouais, ouais, donc voilà. Et donc, Et pareil, pour revenir sur la puissance dont tu parles, je côtoie pas mal Morgan Manarino, le frère d'Adrian, qui me donne des cours de paddle et qui me disait que d'un point de vue puissance, Morgan, quand il fait des volées au paddle, il dit voilà, c'est leur job aux mecs hein, d'avoir la raquette toute la main dans la journée. Il dit la qualité de voler, l'impact est tellement puissant de ces gars-là, ils ont tellement de puissance, comme tu pouvais le dire juste avant sur Gaël, qu'on ne se rend pas compte, mais c'est impressionnant la force qu'ils peuvent développer. Quoi. le truc le plus hallucinant dans notre collaboration avec Gaël, c'est quand Gaël joue et s'entraîne sur un cours couvert, mais classique, sans tribune. Juste le cours couvert qu'on trouve dans n'importe quel club, Le bruit. le bruit. C'est hallucinant. Honnêtement, moi, enfin, j'ai pourtant assisté à des matchs pro, etc. Mais le fait d'être dans un cours classique, couvert, le bruit, mais ne serait-ce qu'au bruit, tu sais que c'est pas le même tennis que nous. Est-ce que vous avez fait des tests à Oui, Villeneuve bah, on y va assez régulièrement, soit pour le textile, enfin, parce que comme on est en panoplie full, Ouais. donc soit pour textile, soit pour faire des ajustements encore sur la raquette. Voilà, ce qu'il faut bien voir, c'est entre un moment où il a choisi cette raquette en étant celle qu'il préférait, et on a quand même fait évoluer le proto initial qu'on lui avait donné, et on a fait 2, 3, 4 allers-retours. On a modifié des petites choses sur la raquette pour justement aller jusqu'au produit avec lequel il joue aujourd'hui. Donc après, une fois qu'il a choisi sa raquette en disant bah, c'est celle-ci que je préfère, là on entame la négociation en général avec l'agent. Et si tout se passe bien après la négociation, on entame une deuxième salle de test raquette, puis une troisième, jusqu'à arriver à la raquette effectivement parfaite et pour qu'il puisse démarrer la saison. Alors c'est là où tout s'est joué dans un laps de temps court, hein, Ouais. et il fallait lui livrer ses 12 raquettes pour la tournée australienne le 25 décembre. Ah ouais. Ah, Et c'est dans ce laps 12. de temps-là, il faut développer, enfin, il faut finaliser la raquette avec laquelle il jouait, il faut faire un cosmétique, il faut fabriquer les raquettes, et ça va. Là, le dernier trimestre de l'année dernière, on l'a pas vu passer. Vous avez été bon, n'empêche, hein. Bande de petits cachotiers, on l'a pas vu venir. Hein. Ouais, ouais, bah, c'était un petit peu nouveau, c'était sympa. Enfin, Bien nous, en tout joué. cas, on a vraiment adoré. Puis on apprend plein de choses parce que on apprend des choses sur la raquette, on apprend des choses sur la fiabilité de nos raquettes, on apprend des choses sur jusqu'où on peut aller, justement, jusqu'à cette souplesse maximum. Ouais. Parce qu'on pourrait, voilà, on s'est amusé aussi, et ça fait partie de l'apprentissage sur la conception, à descendre au maximum le RA, quoi. C'est Et quoi à le voir, RA? le RA, c'est la rigidité de la raquette. C'est ce qui D'accord. permet, voilà, plus c'est rigide, plus la balle va ressortir vite de la raquette, plus c'est souple, plus le RA est faible, plus la balle va rester longtemps dans la raquette. Et là, c'est le joueur qui doit imprimer la vitesse. Donc, on s'amuse en jouant sur les fibres, sur le positionnement des fibres sur la raquette, à descendre le RA au maximum pour les joueurs pros. Et en termes d'apprentissage, là, on est dans la Formule 1, quoi. On teste jusqu'à ce qu'il y ait une rupture
Et quand il y a rupture de la raquette, on sait qu'on ne peut pas aller plus bas, quoi. Et vous faites faire où vos raquettes? Elles sont en Chine, elles sont fabriquées en Chine. Voilà. On a un atelier de prototypage à Lille, Ouais. donc on est capable effectivement de faire tous nos tests. Et après, quand on rentre dans une pré-production, alors après, tout dépend. Si c'est pour faire 10 raquettes, on est capable de les faire là. Mais Ouais. si jamais il s'agissait d'en faire une centaine, après, on rentre dans un outil industriel et c'est en Chine, Toutes les marques font faire en Chine? pratiquement. Oui, Vous avez des cours donc à Villeneuve-d'Ascq, j'imagine. C'est là où tu es situé d'ailleurs. oui, Tu oui, es on est à au siège. Villeneuve, tout à fait. On est Ouais. au siège. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Et il y a quelqu'un qui réceptionne une raquette, un des prototypes qui a été travaillé en amont avant de la proposer à Gaël pour une sorte de crash test avant de lui proposer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui valide un peu les avancées? Ouais, bon, en général, alors, les protos, on les fait là. Donc, nous, on les teste d'abord avant Ok. de lui envoyer. On les repasse au test labo, hein. En fait, on a deux séries de tests. On a les tests labo qui viennent voilà, diagnostiquer complètement les caractéristiques de la raquette sur plusieurs points. Ensuite, on fait des tests d'usage. Donc là, on a quelques très bons joueurs autour de nous là, qui permettent de tester là. Et là, seulement, on lui envoie. Hmm. Là, on Et lui envoie seulement. t'as vu la petite étincelle dans son œil au quatrième essai quand il s'est dit c'est bon, on la tient. Ah ouais, là on était vraiment content. On était vraiment content parce que tant qu'on n'est pas sur le truc final, on se dit, est-ce qu'il reste quoi? Il reste 15 jours de développement? Est-ce qu'il reste. Parce qu'on est vraiment dans des toutes petites touches, hein. Une fois qu'on a déjà fait 2 ou 3 salves de tests, après, c'est vraiment du point de détail, quoi. On est dans des trucs. Et là, vous lui envoyez chez lui directement. Ah bah là, dans ce cas-là, oui, oui, on lui envoie chez Ouais. lui, ou alors on se déplace et on va faire En général, on fait les premiers tests avec lui, hein, Ok. Donc pour t'es allé chez justement. lui? Ah oui, oui, on est allé chez lui à Genève. On connaît à peu près tous les clubs dans lesquels il joue à Genève. T'as tapé un peu avec lui ou pas? Ouais, moi non, mais l'ingénieur a tapé. Notre ingénieur raquette, il est à 0. Ouais. Il a tapé un petit peu avec lui de temps en temps, mais c'est dur. Ah, j'imagine. Alors, tu te dis, putain, 0, c'est déjà un super niveau, quoi. Mais non. Qu'est-ce qu'il faut savoir en plus sur les dessous? J'ai une question qui me vient, mais tu me dis en fonction de ce que tu peux partager aussi. Est-ce que c'est un miracle de l'avoir en panoplie full, comme tu l'as dit, textile plus raquette? Parce que ça voulait dire qu'il était en fin de contrat chez les deux C'est équipementiers. un miracle. Ouais. Il était Ouais, c'est un avec miracle. ASICS. Ouais. Exactement, oui. Ouais, ouais. Bah, Et c'est un miracle dans le sens où nous, c'est pas ce qu'on. Honnêtement, avec Gaël, on avait travaillé que la raquette. ouais. Voilà. Je vais même te dire, jusqu'au 22 décembre, Ah ouais. il n'avait que la raquette. Ah, c'était cherry on the cake. Voilà. Wow. Exactement. Cadeau de Donc, Noël. donc on Allez. n'avait jamais travaillé le textile. On avait travaillé une offre, mais sans forcément y croire. Et puis Gaël était sur un autre projet, sur le textile. Il avait un projet dans lequel il voulait s'investir et qui avait vachement de sens. Et nous, on trouvait ça très bien. Donc, on n'avait pas insisté plus que ça. Et puis, on était déjà nous très contents avec la raquette. On ne cherchait pas forcément à avoir la panoplie full. Et puis, voilà, le 22 décembre, je crois, on reçoit un coup de fil de Gaël et son agent en disant, bah, finalement, ça le fait pas avec la boîte avec laquelle il voulait travailler. Est-ce que vous êtes toujours intéressé? Et là, tu sais, as une petite. Là, ce que tu dis, on est 22 décembre. Il part quand, Gaël, en Australie? Il part le 26. Waouh. Ah oui? Et on ne connaît pas sa taille, on connaît pas, enfin, on connaissait rien du tout. Et là, tu te dis, ouais, oui, ça m'intéresse, oui, mais par contre, pour le 26, ça ne me paraît pas faisable, votre histoire. Et là, on a vécu 4 jours, mais là, quand on dit la journée fait 24 heures, bah, je peux dire qu'on a eu besoin de 4 fois 24 heures complets. Ça a été Parce ton Noël le plus chargé de ta vie, non? Bah, ouais, on n'a pas passé Noël, puisque donc, enfin, le 24, le 24 à 18 h, on était en train encore de chercher des produits à droite à gauche, parce qu'ils partaient pour 3 semaines quand même. Donc, t'imagines que pour Ah trois ouais. semaines, tu donnes pas 3 t-shirts, hein. Donc, on cherchait des produits à droite à gauche qu'on a été chercher en entrepôt, dans des magasins, à l'autre bout de la France, qu'on a fait rapatrier. Ça a été une course contre la montre. Moi, le 25, j'ai fait un aller-retour à Paris pour apporter les 3 gros sacs que de textiles voilà, parce il voulait aussi équiper son entraîneur, etc.
à Paris à son community manager qu'il rejoignait ensuite à Genève pour pouvoir prendre l'avion pour l'Australie. Donc tout ça en 4 jours. Ouais, t'as rien lâché. Incroyable. Bah non, on s'est dit que c'était une super opportunité. Voilà, c'était juste. Mais voilà, 22 au soir, si un jour tu as l'occasion de lui poser la question. Le 22 au soir, On en, on 22 en, heures. on en parlera, ça fait un petit moment qu'on doit faire un épisode et Ouais, bah, ça peut être, on revient. ça peut être sympa. Ça Et peut puis être sympa. c'est important aussi de voir la sensation du joueur en face. Est-ce qu'il a vraiment conscience des efforts humains qui sont déployés pour lui? Tout ça autour d'un joueur, d'un gars, toutes ces personnes qui travaillent et qui déploient de l'énergie, c'est quand même incroyable, quoi. Bah, c'est ça, ça sera un peu notre spécificité de toute façon, c'est qu'avec 3 ou 4 joueurs ou joueuses, bah, on va s'occuper d'eux comme jamais parce que voilà, c'est notre pointe de savoir-faire, c'est notre pointe de visibilité. On a envie qu'ils fassent partie de la famille, qu'ils connaissent le projet, notre projet par cœur. Et c'est vrai que, enfin, on essaye de bien s'en occuper le mieux possible. Donc, ouais, ça nécessite effectivement une réactivité, mais on est encore en train d'apprendre, hein. C'est-à-dire que gérer un joueur pro sur une saison complète, on savait pas faire, hein. On est dans l'apprentissage, hein. Et On découvre. d'un point de vue textile, vous en êtes où sur la qualité, le design, et quelle ancienneté vous avez? Quelle est votre expérience jusqu'à maintenant? Bah, ça, globalement, on était entre guillemets un petit peu moins inquiet parce que bah, c'est quand même plus facile. Les composants entre les différentes marques, ils sont quand même. Enfin, ça fait longtemps qu'on fait du textile. Chez Decathlon, quand même, de manière générale, on fait du textile quand même depuis très longtemps sur plein de sports. C'est pas forcément le textile tennis qui est le plus contraignant en termes soit de respirabilité, soit etc. Donc, sur la partie textile, on n'était pas trop inquiet. On était juste inquiet sur le taillant. Voilà, parce que ce qu'on lui a donné dans un premier temps, c'était notre taillant, c'était pas du sur-mesure. Hmm. Or, la plupart des joueurs, notamment quand ils ont un gabarit un peu hors norme, c'est du sur-mesure. Donc, il est parti avec toute la tournée australienne avec, voilà, pour la petite histoire, le 23 au matin, on était chez lui, moi j'étais avec un ingénieur chaussures, en train de prendre ses mensurations. Et comment vous avez fait faire aussi rapidement? Ben, en fait, non. Dans un premier temps, on a juste pris des mensurations pour se dire, OK, chez nous, c'est plutôt du L ou c'est plutôt du M. Ouais, Et puis ensuite, on a été tapé dans tous les magasins qu'on pouvait pour lui trouver une panoplie à peu près correcte et que ce soit la même. Parce que tu imagines que si c'était le premier tour avec une panoplie, le deuxième tour avec une autre ouais, oui. panoplie, c'était quand même assez compliqué. Et après, par contre, là maintenant, depuis, je crois que c'est à Indian Wells, ouais, quand il a joué à Indian Wells, là, il avait du sur-mesure. Donc, c'était D'accord. les mêmes produits que les produits de gamme hein, qu'on vend, hein, d'ailleurs, c'est les mêmes. Par contre, c'était adapté à ses mensurations, parce qu'il fait plutôt, on va dire, du L en épaule. Par contre, comme il est très grand, il faut qu'on rallonge un petit peu le t-shirt. Et pareil, le short, il aime bien jouer avec des shorts longs. Donc, et pourtant, il est très fin de hanche. Donc, et là, on fait faire ça dans un atelier qui est juste à côté de chez nous. C'est du Ah ouais? sur-mesure qu'on fait. Ouais. D'accord, en France. Ok. En France. Ouais, ouais. Et la chaussure, il est chez vous aussi? Alors, la chaussure, on est en cours de développement parce que ça aussi, ce n'était pas prévu. Et la seule chose qui retarde le processus, c'est que Gaël fait du 49 et que Ce nous serait trop avions facile. aucune chaussure en 49. Ah ouais. Notre taillant s'arrêtait en 48. Donc, Wow. il a fallu qu'on développe dans nos usines un moule spécifique pour faire du 49. Donc Et là, pas. on en est là. On a reçu les premiers protos Ouais. et on doit lui faire tester là. On va dire qu'on espère être prêt pour la tournée américaine cet été. Yes. D'un point de vue financier, Cyril, Hum. et là, va falloir lâcher du lourd. Bon, j'ai cru comprendre, tu me dis si c'est ça, que les contrats raquettes rapportent beaucoup moins aux joueurs que le contrat textile. C'est bien ça? Ah oui, 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 on est du simple au double, pratiquement. Ah ouais, à ce point-là. Ah oui, oui, non, non, la raquette. Là, Parce en qu'il y a fait, beaucoup moins de visibilité sur la raquette que sur le textile, c'est ça? c'est-à-dire qu'en fait, je pense que les grandes marques historiques de textile partent du principe que la visibilité sur le tennis fait vendre aussi la marque d'une façon générale et sur d'autres natures enfin, sur d'autres produits textiles et pas uniquement la ligne tennis.
Oui, Si on ok. prenait que la ligne tennis, non, quand on voit, je sais pas, Agassi porter du Nike, par exemple, ça aide Ouais, l'ensemble de la marque Nike et ça aide tout le textile Nike. Donc, ouais, par définition, et puis par définition, la visibilité à la télé quand même du textile est quand même beaucoup plus forte que la raquette. d'accord. À la limite, le thermobag est plus visible que la raquette. Ouais, Quand on regarde, et donc en fait, je pense que depuis toujours, le textile est beaucoup plus valorisé que la partie raquette. oui, Imagine-toi, forcément, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre des pincettes lorsqu'on parle d'argent, parce qu'un jeune de 19 ans, avec un classement, n'aura pas le même tarif qu'un joueur qui a 35 ans. ouais. Forcément. Forcément, il y en a un qui va peut-être être en devenir, l'autre qui est plutôt en fin de carrière. Donc Hmm. ça aussi, tu viens jouer un bonus-malus, entre guillemets. Et c'est ce que j'allais te dire sur un Kyrgios ou un Monfils qui sont des ovnis sur la planète tennis, sans forcément être top 15 ou top 20. La Gaël, je regardais, il est 22. Mm. Kyrgios, je sais même pas de tête combien il est, mais est-ce que du coup, c'est un peu comme les trois monstres, sans être évidemment sur des montants similaires, Mm. ça reste des mecs qui rentrent pas dans une case en termes de négociation tarifaire. Voilà, mais c'est ça. C'est pour ça qu'après, il y a tellement de cas de figure. Il y a aussi, je ne sais pas, par exemple, peut-être qu'une marque française, bah, un Français, la marque elle va être prête à investir davantage parce que Ouais, son impact sur le marché français va être plus important que sur d'autres marchés. ouais, Peut-être que si c'est une marque russe qui signe effectivement un joueur russe, bah, possiblement, elle mettra peut-être un peu plus qu'une marque américaine, ou etc., etc. Donc, ouais, il y a tellement d'autres enjeux. De toute façon, il y a entre guillemets un prix, une négociation, et après, c'est combien toi tu veux y mettre. Hein. C'est ouais, ouais. l'histoire de l'offre et la demande. Est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que tu as déjà un team complet et c'est quelqu'un qui vient se rajouter, ou est-ce que tu es en train de construire ton. Tout ça, forcément, ça fait varier les montants, mais presque du simple au double. Hein. Et le fait que Gaël ait voulu inclure son coach pour l'habiller, tout ça, ça a beaucoup varié sur les montants à la fin? Non, non, Non? non, 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 ça dépend. Non, non. Bah après, là, c'est plutôt sa team qui l'accompagne sur les tournois. Bon, il s'avérait qu'ils n'avaient pas forcément, eux, de contrat Ouais, de sponsoring. Donc, après, si c'est un coach qui est très connu, qui est déjà en contrat avec une marque, bah, je regardais jouer Djoko, j'ai vu que Goran, il était toujours Sergio en Tacchini? Tacchini. Ouais, C'était sa marque pour lequel il était en contrat quand il était joueur. Bon, donc il y en a qui ont des contrats, il y en a qui n'ont pas de contrat. Voilà, il se trouvait que tous ces accompagnateurs n'avaient pas forcément de contrat et qu'on trouvait ça sympa aussi qu'ils soient en Artengo tout le temps. Quoi. et vous les rémunérez aussi, du coup? Là, pas forcément, non. D'accord, ok. Non, non. On leur donne du textile, voilà, mais il n'y a pas forcément de rémunération. Bon alors Gaël, combien du coup? Enfin, je ne te dirais pas. Tu vas pas, voilà, tu sais à peu près, tu as des grandes notions. Mais non, on a dit que Gaël c'était un ovni. Et Non, en mais ça, plus, et en plus, Cyril, c'est mais, que ça veut dire qu'au dernier moment, vous avez dû rajouter 2 fois plus pour la partie textile. Donc, puisqu'elle est plus onéreuse. j'ai euh, eu 2 heures pour trouver un peu d'argent auprès de mes financiers, on va dire ça ouais. comme ça. Ils ont Non, été durs mais à voilà. convaincre? Alors, non, c'est un projet qu'on avait écrit à l'avance. Donc, un an avant, j'avais fait valider, moi, le projet d'avoir un ou deux joueurs pro pour faire gagner la marque en crédibilité et en visibilité sur le marché. Donc, c'est quelque Donc, chose qu'on avait fait valider. donc top player, Après, vraiment top top. non, on n'avait pas été. Alors, oui, on avait dit entre top 20 et top 50, pour ne D'accord. rien te cacher. Ok. Là, c'est là où rentre Gaël. Hein. Il est finalement dedans de manière. Voilà. Bon, après, Gaël, ce n'est pas n'importe quel top 20 ou top 50. Donc Clairement. là, effectivement, peut-être que la copie budgétaire que j'avais présentée il y a un an n'était pas tout à fait celle que je leur ai demandé à la signature de Gaël. Mais ça, c'est des détails. Hein. Et ce que Gaël a demandé était largement au-dessus de ce que tu attendais ou c'était pas déconnant? Non, non. Bah, de toute façon, ça nous a pas paru déconnant, sinon on ne l'aurait pas fait. On a eu des offres qui nous paraissaient déconnantes après ou même encore maintenant, puisque donc on n'a pas encore complété le team complètement, donc il nous Ouais. reste encore en recherche, on est encore en train de rechercher.
Voilà. Et donc, oui, il peut y avoir des fois où effectivement, où tu sens que c'est pas la raquette qui va faire basculer le contrat, mais que c'est l'argent. Ouais. Là, moi, là où j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé l'approche qu'a eu l'agent et Gaël, parce que je pense que ils sont de concert là-dessus, c'est de se dire d'abord la raquette, elle marche bien et c'est celle-là avec laquelle j'ai envie de jouer. Et après, ben voilà, on parle contrat après. Mais dans un premier temps, déjà, c'est la raquette ou l'équipement, si on prenait que l'équipement qui fait le taf. Et j'aime bien ça. En termes de retour sur investissement, tant sur le matériel que le textile, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, c'est un petit peu tôt encore pour le dire. Je pense que dans un an, on aura davantage. La seule chose parce qu'en fait, en plus, la raquette avec laquelle il joue, enfin le cosmétique avec lequel il joue, c'est pas celle qu'on a en magasin pour l'instant. Hmm. Donc, elle vient juste d'arriver là. On a fait une prévente. On a quand même réussi à en faire 150, ce qui paraît rien. Quand j'ai dit à Gaël qu'on allait avoir 150 raquettes en vente, il m'a dit, mais t'es complètement fou. Il en faudrait le double ou le triple. Je dis oui, mais c'est pour l'instant, on est quand même dans une situation mondiale là qui est pas simple hein, pour approvisionner ni les Ouais. raquettes ni les balles. Ouais. Donc, on a réussi à en avoir 150, je crois, c'était à la fin de l'Australian Open. Et on les a mis en vente sur le site. On les a vendus en 1 heure. Wow. En 1 heure, les 150 sont partis. Alors, c'était que 150 raquettes, mais on avait demandé à Gaël de ne pas relayer l'information parce qu'on s'était dit il va toucher toute sa communauté et on va être dévalisé en 10 30 minutes. secondes. Ouais. Donc, on avait dit déjà, on n'utilise que nos réseaux à nous. Et puis, donc, on les a vendus en 150. Et là, c'est sympa parce qu'on en a eu à nouveau 300 et on l'a mis en vente la semaine dernière, que sur Internet également. Et les 300, elles sont parties en 2 jours. Ok. Donc, voilà, est-ce que ça va, oui, il y a un impact forcément parce que cette raquette-là, juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est qu'on en avait vendu, c'est des raquettes très spécifiques quand même, uniquement pour certains joueurs. Je sais pas, je pense que c'était nos ventes annuelles l'année passée, quoi. Quel type de joueur? Là, on est dans le joueur hyper contrôle qui veut une raquette vraiment très très précise et c'est quand même pas la majorité des joueurs, même seconde série, quoi. Ouais. Cette raquette, elle est aussi jouée par quelques premières séries que l'on a en contrat. Il faut quand même un niveau minimum pour bien l'emmener, en tout cas. C'est qui aujourd'hui les premières séries que vous avez? Chez les filles, on a Julie Gervais, qui d'ailleurs vient pour la première fois passer les qualifs de Strasbourg Strasbourg, et qui ouais. va se retrouver au premier tour de son premier WTA. Allez, C'est Juju! C'est bon sympa, ça. ouais, c'est sympa. Ouais. On a Mallory Noël aussi chez les filles, qui doit être 20e française. Et on a toujours Myrtille, Georges, Ouais. qui était top 10, là, pour le coup, française, qui fait une petite pause là, puisque donc elle a eu son premier enfant. Bravo, Myrtille. Voilà, exactement, exactement. Et donc, ouais, c'est vrai qu'on a un team, notamment filles, qui est bien fourni chez les premières séries. Et les 300 que vous avez vendus dans un second temps, vous avez fait appel à Gaël et sa communauté ou pas? Non, toujours Toujours pas. pas. On n'ose pas. C'est beau, c'est propre. En tout cas, merci de m'en avoir envoyé une. Je ne l'ai pas encore essayé, Ah bah, mais tu vas pouvoir. il me tarde. Tu m'as donné envie, évidemment. Euh, on a fait un bon tour de piste, je crois, sur Gaël. Est-ce qu'il y a autre chose dont on n'a pas parlé que tu devrais nous préciser? Non, c'est juste que c'est un mec fantastique, Ah, avec des valeurs qui sont. Alors, c'est ça aussi qui est vachement important pour notre projet. Alors, on va avoir la chance, entre guillemets, aussi de pouvoir bien sélectionner nos joueurs, parce que comme on n'en a pas beaucoup, il faudra qu'on les sélectionne très bien. Et la chose peut-être la plus importante, c'est qu'ils portent un certain nombre de valeurs qui sont les valeurs à la fois d'Artengo, mais à la fois du groupe, sur voilà, la notion d'essayer quand même de rendre accessible le sport au plus grand nombre. C'est quand même l'ADN à la fois de Decathlon et qu'on essaye, nous, de, de, de faire vivre à travers le tennis aussi. Et voilà, et Gaël est dans le partage, Gaël est dans l'idée que plus de jeunes se mettent au tennis, mieux c'est, qu'il faut que ce ne soit pas une question d'argent. Voilà, faut rester hyper accessible. Lui, il est hyper accessible. Voilà, moi enfin, je n'avais jamais côtoyé de joueur pro à ce niveau-là. ouais. Et je l'ai trouvé d'une simplicité, d'une facilité de relation, mais alors,
c'est juste top. Hein. Quand on discute d'autre chose, on n'a pas l'impression que c'est Gaël mon fils et on pourrait discuter ça avec un copain. Tu m'as dit, alors petite précision pour illustrer ton propos, tu me disais que vous essayez en off, tu m'avais dit ça, d'avoir des ambassadeurs à condition, donc des ambassadeurs de renom, à condition que ça influe pas sur les coûts de vos Ouais, produits, car vous souhaitez continuer à vendre au prix les plus justes. Vous êtes d'ailleurs imbattable, je pense, sur l'approche qualitative versus tarifaire. ouais. Euh, Tu m'as dit, on apprend sur le circuit. Jusqu'à maintenant, vous êtes en apprentissage permanent. Tu dirais que vous avez appris quoi en principal, enfin jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous avez appris Bah, réellement? la première chose sur le produit, parce qu'on faisait en fait que des produits pour les joueurs amateurs. Donc ça, on maîtrisait assez bien la conception pour ces produits-là. Quand il a fallu, entre guillemets, s'intéresser au projet pro, bah là, effectivement, c'est comme si tu étais Renault, je veux dire même Dacia, comme ça, et que tu t'intéressais à la Formule 1, quoi. Ouais, Et là, tu te dis, ah ouais, comment on fait pour descendre en rigidité, comment on fait pour monter en poids, etc. Donc, cet apprentissage autour du joueur pro, et c'est comme ça qu'on le voit, il te permet de mieux connaître la conception de la raquette et ensuite d'être encore plus exigeant et pertinent sur la raquette de Monsieur Tout-le-Monde. C'est ça qu'on recherchait. Oui, d'accord. bien évidemment, il y a la pointe de crédibilité, il y a tout ça, il y a la notion ça va rendre la marque visible, mais avant tout, sur le produit, ça nous fait aller beaucoup plus loin dans les sensations du joueur, d'essayer de transformer les sensations en caractéristiques techniques. Parce que toi, comme moi, quand on essaie d'une raquette, on dit ah bah je la sens pas, je sais pas, je la sens moins stable, etc. Mais ok. Et après, ça veut dire quoi sur la raquette? Mm. Je la sens moins stable. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi? C'est le haut de la raquette qui bouge, c'est le cœur de la raquette qui bouge, ou est-ce qu'il faut mettre des patchs de carbone, etc. Donc tout ça, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin et c'est ce qui nous manquait. C'est pour ça qu'on a aussi voulu enclencher cette stratégie joueur pro. Et puis après, bah, c'était le bon moment aussi en termes de visibilité pour la marque. Et pour revenir à une partie de ta question, pourquoi 4? Parce que 4 joueurs et les montants associés, et surtout le fait qu'on veut y passer du temps avec ces 4 joueurs ou joueuses, c'est le maxi si on ne veut pas que ça influe sur nos prix de vente. Voilà. Au-delà, de toute façon, ce qu'il faut bien se dire, et c'est tout à fait normal, c'est que allez, prenons un autre exemple pour ne pas parler tennis comme ça, la chaussure de foot chez Nike, tu payes autant la chaussure que tu payes l'image de marque de Nike et tous ses joueurs sous contrat ou toutes les équipes sous contrat. Mm. Donc, à un moment donné, de toute façon, quand tu as des coûts de sponsoring et de marketing, tu le retrouves dans le prix de vente. Sinon, une boîte, elle peut pas vivre comme ça. Et c'est là où on s'est dit, 4, c'était le grand maxi en termes d'investissement pour rester à des prix hyper accessibles comme on l'a aujourd'hui. Donc, la raquette de Gaël, elle est vendue 110 euros. Là où la concurrence vend combien? On va dire réellement, c'est-à-dire réellement à la sortie du magasin entre 200 et 240. Ah ouais, ça, c'est du simple au double. Incroyable. Ouais. Et voilà. Donc, c'est ce qui explique aussi pourquoi on n'a pas un team de 10, 15, 20, 30 joueurs comme peuvent avoir. Voilà, c'est juste un business model différent, une philosophie un petit peu différente. Et je trouve qu'en plus, moi, si je reprends ma casquette Décathlon, je trouve que du coup, Artengo et les autres marques ils vivent bien ensemble. Chacun a un positionnement, chacun a une histoire, chacun a des choses à raconter. C'est pas tout à fait les mêmes choses, c'est pas tout à fait la même philosophie. Et du coup, sur un marché comme ça, chaque joueur pourra se positionner en disant, moi j'aime bien la raquette et en plus je trouve que la philosophie de la marque c'est la bonne ou elle me plaît cette marque, etc., etc. Je t'ai posé la question tout à l'heure des retombées économiques suite au partenariat avec Gaël. J'ai la sensation que les retombées médias ont été colossales. Ça a été Mm. un boom. Comment est-ce que vous le calculez, ça? Et est-ce que ça joue forcément dans l'inconscient pour associer Artengo à un pure player, à une marque plus qualitative, entre guillemets? Tu vois, Mm. on a cette image. Je suis désolé de le dire, mais enfin, moi, je joue depuis 20 ans et il y a un peu plus, je dis n'importe quoi, depuis 25 ans. Et il y a 12 ans, quand j'étais à fond, Artengo, c'était un peu comme Technifibre au départ. C'est le temps de se faire
une place, un trou, tout ça. Comment tu vois l'évolution de l'image de marque chez vous? Ouais, bah c'est exactement ce que je dis. Souvent, moi je dis souvent, bon, il y a des exceptions, mais le produit va plus vite que l'image. D'accord? C'est-à-dire Ouais, qu'on bah oui, arrive plus forcément. vite à faire des super produits, Ouais. mais changer l'image, bah, c'est long. Sur certains marchés, il faut appuyer sur. Il y a des points de passage obligatoires. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a décidé de se lancer dans cette stratégie pro, au-delà de nous faire progresser en conception. On s'est aussi dit, bah, on ne peut pas faire autrement en fait. Aujourd'hui, si tu n'as pas de joueurs qui jouent avec tes produits, bah, pour une partie des joueurs, ta marque, elle n'est pas crédible. Ouais. Alors que globalement, quand on arrive à mettre les produits de la marque dans les mains en test, personne ne te dit les produits ne sont pas au niveau. Hmm. Tu peux aimer, tu peux préférer une autre, mais personne, enfin, ça fait déjà 2, 3 ans que personne nous dit non, vos produits ne sont pas à la hauteur. Par contre, donc les produits sont là d'abord, et c'est comme ça c'est comme ça qu'on a mené le projet depuis 5, 6 ans. C'est d'abord, on a travaillé sur le produit avant d'aller essayer de travailler un petit peu l'image. Et c'est comme ça. Le marché du sport aujourd'hui est un marché assez marketé. Et si tu ne marques pas un peu tes produits, bah, malheureusement, même si tu as des super produits, c'est un peu plus long, on va dire, pour arriver à convaincre. Et par rapport à la médiatisation, effectivement, on a eu une chance folle. On signe le 25 décembre, il part avec nos raquettes. Le 7 janvier, il gagne son premier tournoi à Adélaïde. En 2 jours, nous, on avait prévu avant 2 jours de faire un petit lancement et une annonce du partenariat. Donc là, tout s'est trouvé aligné et on s'est retrouvé avec une visibilité dans des médias. Je dis, mais pourquoi Europe 1 s'intéresserait à la raquette Artengo jouée par Gaël Monfils? Pourquoi France TV? Pourquoi, etc., etc. Et on s'est trouvé avec. Alors, il ne devait pas y avoir grand-chose dans l'actualité à ce moment-là, mais on s'est trouvé avec une exposition qu'on pensait uniquement dans les médias tennistiques, et ce qui était assez logique, parce que c'était un petit peu nouveau et c'est à une exposition, effectivement, dans des médias généralistes, alors qu'on avait. Voilà, ça, c'était pas prévu pour le coup. C'était une bombe, incroyable. Ah ouais, Il, est, il était numéro un à la race, du coup, en gagnant Adelaide ou pas? Je sais pas, parce qu'en même temps, il y avait, tu sais, il y a la tournée australienne, en même temps, il y a 2 ou 3 tournois. Il y en avait un à Ouais, Sydney, je crois. Lui, il avait choisi Adélaïde parce qu'il avait fait les deux à Adélaïde. ouais. Mais il y en avait un à Sydney. Donc, il a dû être dans le top 5 à la race, forcément. Il a dû, à un moment donné, effectivement, être avec le vainqueur de Sydney, peut-être. Je ne sais plus où est-ce qu'il y en avait un. Mais, Et là, est-ce que ça te rend dingue qu'il soit beaucoup moins présent sur le circuit? Comment on gère ça de l'intérieur? alors, dingue, non. En fait, on a quand même la chance, enfin, même si moi, je n'ai pas évolué à haut niveau et mes équipes, pas forcément non plus, mais on sait ce que c'est que la vie d'un joueur pro qui est fait de haut et de bas, de blessures ou de pas de blessures. On sait que Gaël était, enfin voilà, il a aussi 35 ans, il arrive aussi en fin de carrière, il doit aussi gérer. euh, donc, à la limite, c'est la pointe de visibilité du premier mois qui était exceptionnel et qu'on a géré comme ça, en se disant, bah, là, c'est un cadeau du ciel, ça ne va pas être comme ça pendant toute l'année. Hmm. Voilà, et que donc après, bah, effectivement, nous, on essaye de gérer la prise de parole en fonction de l'actualité aussi, mais là, on redevient sur quelque chose d'à peu près classique. Alors là, c'est une blessure, c'est un petit peu plus difficile que, mais forcément, sur une saison, il y en a, enfin, à part les 3 gros, mais sinon, ils ont des hauts, ils ont des bas. Et c'est intéressant de voir justement, c'est là où on est en apprentissage aussi, c'est en termes de com, de dire qu'est-ce que tu gères, est-ce que tu viens toi pousser au moment où il est un peu plus en bas, ou est-ce que tu viens relayer que les pointes en haut, mais là le joueur il peut te dire ah bah toi mon sponsor il vient m'aider que quand je suis bien et j'en ai pas forcément besoin. C'est Hmm. aussi intéressant à gérer et on apprend aussi beaucoup de ça. On essaye systématiquement, c'est un petit exemple, mais quand nos joueurs, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, on leur envoie tous, enfin en général, il y a bien 5, 6 membres de l'équipe qui leur envoient un petit mot. Mais aussi Incroyable. bien dans la défaite que dans la victoire. Et Ah voire ouais. même plus, moi j'ai plutôt insisté qu'on soit très proche d'eux, notamment après une défaite qui fait un petit peu mal ou une contre-performance. Parce qu'ils ont aussi besoin de ça. C'est aussi Comment vous faites sur les réseaux ou en direct? Ouais, sur le réseau, on a créé des petits groupes WhatsApp
et on communique comme ça Ah ouais, sur WhatsApp. Donc pas entre la forcément marque avec visible du grand Non, non, public. c'est pas visible. Non, 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 Ouais. non, 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 c'est notre petit truc à nous entre eux et Sympa. nous, quoi. Beau geste. Ouais, ouais, c'est sympa. Et ça, ça, ils nous disent, hein, le retour à la fois de Daria et à la fois de Gaël, c'est on n'a jamais eu ça avant, quoi. Trop Parce que bien. là, c'est le chef de produit, c'est l'ingénieur produit, c'est le gars qui Ouais. s'occupe de la chaussure, qui leur envoie un petit mot en disant bah, super, tu as fait un super match, c'est Ça top. crée une belle cohésion, c'est hyper Ouais, bien. c'est sympa, ouais, c'est sympa. Et voilà, on gère comme si c'était quelqu'un de l'équipe, en fait, et qui faisait un tournoi. Bon, on ne fait pas les mêmes tournois, c'est tout. Tu m'as parlé de la profondeur de vos ambassadrices pour le moment, même si vous en cherchez potentiellement de nouvelles. Est-ce que tu penses pas que ça va être un défi assez compliqué de convertir des joueurs déjà établis dans du Art and Go? Est-ce que vous n'allez pas aller chercher des plus jeunes avec des paris sur l'avenir, du coup? Il nous faut les deux, je pense. Voilà, Moi, dans cet équilibre à 4, j'aimerais bien, effectivement, si on pouvait arriver à ça, d'avoir effectivement quelqu'un d'établi et à côté un petit jeune qu'on accompagnerait et qui a déjà passé un certain cut quand même et qui pourrait performer. J'aimerais bien avoir cet équilibre-là. Voilà, je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas, l'objectif, il est plutôt ça. Donc, on cherche à côté de Gaël plutôt un jeune joueur maintenant. Et c'est pour commencer le plus tôt possible ou c'est un peu comme Gaël, vous avez quelqu'un dans les cartons, vous gardez secret jusqu'à la dernière seconde? Non, bah, c'est toujours pareil. On a utilisé la même méthode. On a une petite shortlist et on prend des contacts. On a déjà des contacts. Il y a des gens qui ont essayé des produits en fin d'année. Après, ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'effectivement, donc il y a la notion de je suis encore en contrat et mon contrat se finit ou pas. Et ça, forcément, hein, tu peux avoir écrit une shortlist de 10 personnes. Si les 10 sont en contrat et qu'ils ont encore 3 ans de contrat, il ne va rien se passer au milieu, hein. Donc, tu es obligé d'attendre de la fin des 3 ans de contrat. Et voilà, donc on essaie d'avoir le maximum d'informations, de recroiser avec les agents qu'on a déjà croisés pour essayer effectivement de signer quelqu'un cet été. Alors après, puis la période est très courte, hein. Ouais. En général, quand ils sont en fin de contrat, en fin d'année, bon, bah voilà, les négos, en tout cas, ou les tests démarrent l'été. Et après, tout se joue en 2 mois ou 3 mois. Gaël a signé combien de temps chez vous? 5 ans. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah, En vous gros, jusqu'à devriez. la fin de sa carrière, il va Ah finir oui, avec nous. 41 ans. Ouais, Exactement. C'est ce qu'il 42 nous a même. dit. Il finira avec nous. C'est beau ça. Ouais, Et c'est chouette. derrière, vous pourriez le garder en ambassadeur. Ouais. C'est un peu le but. Ah, puis Gaël a aussi, c'est ce qui nous a plu aussi, a aussi la volonté d'apporter sa touche. En général, il l'apporte sur la partie conception, mais aussi sur la partie design. Gaël est friand, effectivement, de design, d'artistes, etc. Et on a vraiment, nous, la volonté, avec lui, de faire des éditions limitées, que ce soit sur le textile, que ce soit même sur la raquette, elle est quand même personnalisée. Voilà, il a souhaité une touche de violet sur la raquette, on lui a mis une petite touche de violet, etc. On essaye, voilà, et je pense qu'il pourrait avoir effectivement un rôle, si ça l'intéresse, à la fin de sa carrière, comme un peu, voire même plus qu'ambassadeur, je dirais, peut-être nous aider dans la partie design ou participer ou faire ou qu'on continue des éditions limitées avec lui, ça peut être sympa. C'est ce que j'allais te demander, comme sa tenue vestimentaire était relativement sobre, si vous alliez avoir des collections un peu plus osées, colorées. C'était prévu pour Roland Garros. Eh oui, naturellement. Bon, c'est pas grave, ça sera reporté. D'ailleurs, ouais, j'aurais dû la porter pour l'interview. Je ne comprends pas qu'on ne soit pas mieux organisé, Cyril. On le Ouais, sent. c'est clair. Mais non, ben, on n'aurait pas voulu. Ben, voilà, voilà, la tenue pour Roland Garros était une édition limitée et qu'il avait choisi et dessiné en partie. Donc, Génial. ce n'est que partie remise. Alors, il ne pourra pas Yes. la mettre à Wimbledon, hein, ça ne sera pas possible Ouais. parce qu'elle n'est pas blanche. Et cordage, il joue avec vous? Cordage, non, il ne joue pas avec nous. Ok. Non, 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 ça, il n'a pas voulu changer et raquette et cordage. Non, raquette. Il n'a pas voulu changer raquette et cordage en Ah, même temps. raquette et cordage. Ouais, ouais, Donc, il a voulu changer la raquette et pas changer le j'ai dit cordage. merde, on vient d'avoir un Non, non, lapsus, non. les gars. Non, non, il n'a pas voulu changer les deux à la fois. Ok. Et il y a d'autres aspects sur lesquels j'aimerais parler où vous investissez. T'as encore un petit peu de temps? Oui, bien sûr. Oui, oui. Ok. Où vous investissez plutôt bien. Tu me dis c'est toujours d'actualité. C'est un circuit de challenger en Italie sur lequel vous êtes présent. À Barletta, Naples, Bergame et au Bari Country Club. Rien que ça.
Il y a le Moselle Open aussi, où vous avez la Oui. balle, le Challenger de Cherbourg, balle plus cordage, et enfin le tournoi de WTA de Cagnes-sur-Mer. On va peut-être commencer sur le circuit Challenger en Italie. Quel était le parti pris de développer cet enchaînement d'événements? En fait, on a une organisation chez Decathlon où, bon, bien évidemment, il y a les marques, Artengo, il y en a aussi donc des pays qui décident plus ou moins de jouer le tennis, enfin, qui font des choix dans les différents sports en disant bah, le tennis est prioritaire pour mon marché et j'ai aussi envie de m'investir localement. On va dire que nous, la marque, on a plutôt un rôle mondial. On essaye d'avoir des actions, que ce soit marketing ou sponsoring ou d'influence mondiale. Et ensuite, les différents pays viennent reprendre plus ou moins, entre guillemets, une stratégie plutôt locale. D'accord. Et là, donc, ça s'inscrit plutôt dans la stratégie de Decathlon Italie, de jouer le Ouais. tennis à fond, Ouais. et donc d'être très présent sur son marché local, d'être présent à l'échelle, bien évidemment, entre guillemets, pro ou semi-pro à travers les challengers, et aussi de descendre jusqu'à la stratégie club. Parce que voilà, ce qui est hyper important, et je crois que ça fait partie des apprentissages aussi qu'on a sur ce marché-là, c'est qu'il faut activer à la fois le très haut niveau et à la fois la plus grande proximité avec le joueur amateur. Et la plus grande proximité avec le joueur amateur, c'est les coachs, les clubs, des tournois peut-être amateurs plus, voire des semi-pros. Et c'est ce qui fait que quand on arrive à activer l'entièreté de ce schéma, qu'on arrive effectivement à transformer tout ça en vente, à mettre des raquettes Artengo dans les mains, à mettre des balles Artengo dans les mains des joueurs. Et donc, en fait, on essaye d'activer pays par pays l'entièreté. Voilà, c'est pour ça qu'on a Cagnes en France, par exemple. Alors, Ouais. l'Open de Moselle a une influence plutôt mondiale, donc c'est plutôt nous qui le gérons plutôt que le pays. Mais on a eu un temps Quimper, je crois. On a encore d'autres tournois en France qui sont dans ce niveau intermédiaire et que gère en général plutôt le pays et la France pour faire. On a 300 clubs en France qui sont avec Artengo aujourd'hui, Ah ouais. voilà, qui jouent avec la balle, etc. Une des spécificités aussi, c'est qu'on fait toutes les natures de produits. Les natures? Ouais, c'est-à-dire qu'à la fois, on fait du textile, de la chaussure, de la balle, de la raquette. Ce n'est pas toujours le cas Ouais. de toutes les marques Ouais, absolument. qui ont plutôt une nature de produit. La raquette, par exemple, comme produit phare. Et nous, on doit gérer, enfin, on gère l'entièreté de la panoplie tennistique. Quels sont les retours sur la balle et le cordage? Très bon. Enfin, sur la balle, très bon depuis déjà un petit moment, hein. Donc, non, non, on a une belle pénétration du marché de la balle. Notre balle voilà, on a deux balles phares, la 920 et la 930, et qui ont des spécificités un petit peu différentes et qui fonctionnent très très bien. Ouais, ouais, on est très content de ce qui se passe sur la balle. Et là, le Moselle nous a beaucoup aidé à crédibiliser la balle. Je voulais pas commencer là-dessus pour influencer ou biaiser le propos, mais c'est vrai qu'après avoir eu Julien Bouter en interview en tant que directeur du tournoi pour nous parler de l'édition de l'année dernière, il nous avait dit qu'il était très agréablement surpris par la balle. Hmm. Le cordage, du coup, qu'est-ce que ça raconte? Alors, le cordage, on est plutôt au début de l'histoire. Ok. Voilà, par rapport à notre histoire et notamment sur le maîtrise de la conception et d'être capable. Parce que voilà, une chose qui est aussi importante peut-être, c'est de se dire, on ne fait pas ce qu'on appelle, nous, de l'achat sur l'étagère. C'est-à-dire que c'est un produit qui est fait par un fabricant et sur lequel on vient mettre un nom, Hmm. Artengo ou autre. On a vraiment la volonté, quand on s'investit sur un produit, de maîtriser la conception. Alors, quand on dit maîtriser la conception, ça peut être un peu bizarre, mais ça veut dire qu'on veut maîtriser tous les ingrédients à l'intérieur du produit qui nous permettent de faire évoluer le produit. Tu as un cordage en monofilament, tu veux, je ne sais pas, plus de contrôle. Nos ingénieurs doivent savoir ce qu'il faut faire, comment il faut modifier la formule du cordage pour avoir plus de contrôle ou plus de puissance, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, intégrer le savoir-faire en conception. C'est-à-dire que véritablement, que ce soit des ingénieurs chez nous qui maîtrisent ce qu'il faut faire sur le produit pour le faire évoluer. D'accord. Et donc là, on en est sur le cordage plutôt dans cette intégration de savoir-faire.
Ok. Donc, on commence à décomposer, on commence à reformuler des formules de cordage pour s'approcher, voire même un jour dépasser les meilleures cordes qu'on peut trouver sur le marché. Donc, ça prend forcément un peu plus de temps. C'est-à-dire que plutôt que d'aller coller son nom sur un produit qui est déjà très bon, bah forcément, quand tu veux vraiment le savoir-faire, et ça prend un peu plus de temps. Donc, Yes. c'est pour ça qu'on dit souvent, et c'est ce qui s'est passé sur la raquette, on a peut-être mis 3, 4, 5, 10 ans avant de maîtriser ce qu'on trouvait dans une raquette, avant d'être capable, entre guillemets, de faire à la fois les meilleures raquettes possibles et de pouvoir adapter ensuite quand il s'agit d'aller faire une raquette pour un pro. Grip sur grip, t'as dit Ouais, en quoi? fait, tout ça. Les retours sont bons, ouais? Ouais, les retours sont bons, ouais, ouais, tout à fait. Alors après, il y a, et c'est vrai, hein, et nous, on s'étalonne toujours par rapport à des produits légendaires. Tu vois, le Tournagrip, le Surgrip, c'est un produit légendaire. Donc, c'est toujours intéressant de venir comparer nos produits aux produits légendaires et essayer soit de s'en approcher, soit de faire différent, soit d'être encore un petit peu meilleur. Donc, c'est. Mais comme ça fait beaucoup de nature de produits, hein, donc ça fait beaucoup d'ingénieurs, hein. On a quand Ouais. même 15 ingénieurs chez nous. Wow. Sur la partie Donc, tennis. sur la partie tennis uniquement. Wow. C'est incroyable, les Ah moyens ouais, déployés par Decat. Incroyable. La chaussure, qu'est-ce que tu peux nous en dire? ouais, bah, la chaussure, on a là 2 nouvelles chaussures qui sont sorties en début d'année, ouais, je crois, ouais, et qui fonctionnent très très bien avec. On avait auparavant sur le joueur expert, donc deuxième, troisième série, qu'une seule chaussure, qui était un peu une chaussure polyvalente. Et là, on s'était dit en creusant avec les retours des différents clients et utilisateurs, et notamment aussi de Gaël et de nos joueurs pro, hein, Jérôme nous a fait aussi pas mal de retours, en disant que bah, ça serait bien qu'on ait pas qu'une seule chaussure polyvalente, mais deux, entre guillemets, une qui soit plutôt pour le joueur qui cherche une chaussure hyper légère et qui permet, entre guillemets, de voler sur le court, on va dire ça comme ça, et une qui permet de maintenir davantage le pied, un peu plus stable, un peu plus grosse. Voilà, pour faire simple, il y a la chaussure de Federer d'un côté, avec un style de jeu très aérien, et la chaussure de Nadal de l'autre, qui est plutôt une chaussure qui vient bien maintenir. Donc là, depuis le début de l'année, on a effectivement 2 chaussures qui sont bien écartées et qui font qui marchent très très bien. Alors on a quelques problèmes d'approvisionnement parce que le Covid a laissé quelques traces dans les usines de chaussures un peu à droite à gauche, mais je crois que c'est le cas de tout le monde. Mais sinon, on est effectivement très content des premiers retours sur ces 2 chaussures-là. Ok. Pour reprendre ce que je te disais tout à l'heure, quand je jouais et que j'étais au top de ma forme, j'avais un pote qui était en sport-études à Auxerre et qui jouait avec la chaussure Artengo déjà à l'époque, qui me disait, mais je comprends pas que vous soyez pas passé chez Artengo, je paye 3 fois moins cher et elle me dure 2 fois plus longtemps. Et moi, dans mon petit esprit un peu tout étriqué, j'étais je ne veux pas la citer parce qu'on est sur un épisode qui vous est dédié, mais voilà, je tenais à jouer avec une autre marque Ouais. qui était très lourde, mais très résistante quand même. Et là où mon pote avait déjà compris, c'est quand même un budget assez conséquent quand tu es jeune, les chaussures, parce que tu les renouvelles régulièrement et elles ont une forte tendance à s'user, tout ça. Et déjà, vous étiez très très bien positionné dessus. Donc, Ouais, bah, il faut se rendre compte quand même, hein, un joueur seconde série, hein, bah, il va user, allez, selon son style de jeu et la surface sur laquelle il joue, il va user entre 2 et 3 paires de chaussures par an. ouais. Les raquettes, il lui en faut 2 voire 3 au minimum. Le cordage, ça va aller de 2 heures de jeu jusqu'à 15, 16 heures de jeu. Donc, si on met tout ça bout à bout sur une année, c'est un sacré budget quand même, hein. Hmm. Et c'est ça qu'on essaye de rendre le plus accessible possible, essayer de se dire, bah, ouais, le tennis doit rester accessible parce qu'il n'y a pas que ceux qui ont beaucoup d'argent qui doivent jouer au tennis. Votre chaussure, elle est à combien? Elle est attends que je ne dis pas de bêtises, elle doit être à 80 euros. Ah ouais, imbattable. Euh, J'avais une autre question. Ouais, tu nous as parlé des quelques ambassadeurs historiques que vous avez pu avoir. Est-ce que tu aurais une anecdote sympa à nous relayer avec le Shark, Steve Darcis, une autre avec Jérôme Ménel, dont je viens de sortir l'épisode récemment, et le Scud, Nicolas Escudé. Est-ce que tu pourrais nous raconter un truc sympa sur ces 3 gars? Alors, le Scud, j'ai une petite anecdote qui est assez sympa. Effectivement,
Alors, on avait tourné avec lui une petite vidéo il y a, je ne sais pas, 2 ou 3 ans, sur justement une raquette contrôle, qui était la raquette qui était avant celle de Gaël, et qui nous avait fortement aidé à développer. Et il y avait un petit jeu lors de la vidéo. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais vous la regarderez, mais il devait à un moment donné donc, prouver la précision de la raquette. Donc, il était au service, il était en phase de jeu. Et donc, on l'avait d'abord fait jouer, il tapait un coup droit longue ligne, il y avait un plot et il devait toucher le plot. Alors, sur le coup droit, il lui a fallu 3-4 essais avant de toucher le plot, donc on filme. Sur le revers, c'était à peu près ça. Au service, donc il y avait 2 plots de chaque côté. Et il nous dit, je vous fais le pari. Dès la première tentative, sans s'être échauffé au service, je touche le plot de droite, et puis je me mets de l'autre côté et je touche le plot de gauche. Il parie un truc ou pas? Ouais, je sais plus. Alors je sais plus ce qui avait été parié, mais il y avait un truc, ouais, un truc gentil. Il y avait un resto ou un truc comme ça. Et je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Premier service, premier plot, Oh, direct, solide. direct, solide. Ouais. Deuxième service, là, on commençait à le chambrer pour lui mettre un peu d'impression parce qu'on dit, il va le faire. Deuxième service, deuxième plot. Machine. Une précision. Mais alors, et donc, du coup, on le voit d'ailleurs sur la vidéo. Alors, on ne voit pas l'échange avant, mais on voit vraiment les deux. Et c'est direct, quoi. C'est première prise, direct. Le plot, il est dans le coin du carré de service. Et voilà. Et c'est là où on ne se rend pas compte. Enfin, on se rend pas bien compte à la télé ou même le niveau de précision qu'ont les mecs. Mais ils mettent au service, notamment, Nico, il avait un super service. Il avait un service, ils mettent la balle où il veut. Et puis Toi, là, tu on vas parle chercher une de. zone. Toi, tu cherches une zone. Oui, Mais là, oui. non, là, tu parles d'un plot voilà, qui est un petit plot tel qu'on l'utilise au foot pour faire les différents trucs. Et puis plusieurs années après s'être retiré du circuit, quoi. Ah bah oui, ça c'est déjà au moins 4-5 ans, ou voire même plus qui ne jouait plus. Putain, c'est Donc ouf. une précision de dingue, quoi. Le Shark? Alors, le Shark, qui nous a fait un cadeau extraordinaire. En plus, c'était une surprise. Un jour, on était en réunion de groupe, donc on réunit souvent la marque comme ça pour débriefer à la fois nos actions. Et on ne le savait pas, et il est venu nous rendre visite avec la petite Coupe Davis. Oh, beau Tu sais. geste. Ouais, alors, il avait joué la finale à Lille, là. C'est la France qui avait gagné, hein, bien évidemment. Et il nous avait fait la surprise de nous rejoindre en réunion de groupe. On ne le savait pas, hein, personne ne le savait, alors à part peut-être la personne qui gérait avec Steve. Et il est Hyper venu corpo. avec. Donc, on a pu faire effectivement une petite photo chacun avec la petite Coupe Davis. Incroyable. Et elle est chouette, hein, cette petite Coupe Davis. Ah, tu m'étonnes. Je Tu l'aurais bien m'étonnes. gardée. Je l'aurais bien Ouais. gardée pour moi. Beau geste, mais il a une Non, super réputation, c'est Steve. un mec absolument adorable. Ouais. Adorable, adorable. Et là, tu vois, il est alors co-gérant ou propriétaire, je ne sais pas exactement, mais peu importe, d'un club en Belgique. Et, ils ont eu il y a eu des inondations à Liège je sais pas, un an de ça ou un truc comme ça. Et ça a détruit, il venait de faire les terres, ça a détruit 80% de ces terres. Wow. Imagine pour un petit club comme ça, c'est pas un gros club, c'est un club à 300-400 adhérents, Ouais, etc. dur. Ouais, ouais, dur. Et, quand on a vu, enfin voilà, quand on a su ça, on a vu comment on pouvait l'aider, mais tu vois, c'est le genre de gars, là, ça a été le premier à prendre ses bottes, à prendre et à refaire pratiquement tout de A à Z avec ses équipes. Waouh. Donc c'est pour dire à la fois l'humilité, à la fois, ouais, c'est vraiment un mec avec des vraies valeurs. Pour les C'est, auditeurs qui prennent le train en route et qui écoutent cet épisode, il y a un épisode avec Steve un peu plus loin dans le ouais, fil à retrouver. Et là, j'ai tourné un peu de contenu avec la Villa Primrose ces derniers temps qui, bah, pareil, appuyait le propos en disant que c'était un ambassadeur incroyable pour le club aussi ouais. depuis des années, quoi. Il joue encore fort. Et il joue encore incroyable. Et puis c'est le mec Oh. qui est retiré du circuit là depuis peu, tout ça, mais qui fait gaffe toujours, qui a à cœur de faire attention à ce qu'il mange, à continuer de se préparer physiquement. C'est un gars qui est dans la démarche mentalement. C'est impressionnant de voir. Tu vois un Kafelnikov, un Safid, les mecs ont changé physiquement dans la foulée, quoi, tu vois. Putain, bon, lui, il n'a pas eu une carrière aussi folle, mais Hmm. dans l'investissement, dans l'engagement personnel, il est impressionnant. Mais il joue encore. Et puis, une fois, une autre anecdote.
Bon, parce qu'il est quand même connu pour son slice Le de revers, revers. bien sûr. Ben, moi, je m'en étais jamais rendu compte. Mais une fois, on a eu l'occasion de jouer, de faire quelques balles avec lui. Mais sur dur, la balle, elle ne dépasse pas la hauteur de tes chevilles hein, lorsqu'elle rebondit. C'est injouable. Wow. Injouable. Il te met une cisaille dans ce revers chopé. Là. Ah ouais. Et puis elle bouge, il est capable de la faire bouger. Donc une fois qu'elle va retomber par terre, outre le fait qu'elle va être très très basse et qu'elle va s'arrêter, Ouais. une fois elle part à droite, une fois elle part à gauche. Solide, le Shark. Et je ne sais pas comment il fait ça. Tu vois, il doit jouer avec sa main comme ça. Une fois elle part d'un côté, une fois elle part de l'autre côté. C'est injouable. Il en a rendu Propre. fou combien comme ça. Et le Combien. très cool Jérôme Enel. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Jay? Ouais, Jérôme, on a une super relation. Bah, déjà, je pense que c'est celui, sur la gamme actuelle, là, c'est celui qui a le plus influé sur les produits. Euh, Moi, je dirais que c'est pratiquement le seul où on n'a pas eu besoin de mettre un truc d'explication dans ses mots ou dans ses sensations. Lui, il était capable de dire sur une raquette, elle est moins stable et c'est la tête de raquette qui est moins stable. Elle n'est pas assez puissante. Elle n'est pas assez puissante quand on décentre vers le bas de la raquette. Donc, alors voilà, c'est un joueur ingénieur, Pointu. alors qu'il n'est pas du tout ingénieur. Il me l'a dit hein, pendant l'épisode. Il m'a dit, moi, je peux passer ma vie à tester du matos. J'adore ça. Incroyable. Il a une faculté à détecter ce qui ne va pas sur une raquette pour l'améliorer encore, etc. Mais il lui faut 1 heure. En 1 heure, il est capable de te dire, bah, tiens, regarde quoi, c'est là, sur cette raquette-là, bah, non, ça ne va pas. Ici, quand je centre là, il se passe ça. Quand je centre là, il se passe ça. Là, tu fais. Ouais. Et donc, pour les ingénieurs, c'est juste une perle. C'est hyper béni, ouais. Et puis là où c'est sympa, c'est qu'en plus, là, ces deux fils, alors surtout un commence à bien jouer, Ouais. un bon petit niveau. Et les gamins, ils sont fous d'Artengo, ils sont fous d'Artengo depuis le départ. Mais voilà Et, votre ambassadeur. mais ouais, c'est vraiment sympa. Et on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on a une vraie team jeune aussi, où aujourd'hui on a pratiquement en accompagnement, parce que là, j'aime bien le mot, hein, on se met à la disposition de jeunes de tout âge qui ont un projet plus ou moins de devenir pro. Et on essaye bien évidemment, on leur fournit de l'équipement. Bien évidemment, on ne parle pas d'argent, c'est pas le but du truc. Mais on essaye véritablement d'être le plus proche d'eux et on leur fait des raquettes entre guillemets sur mesure. Ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde, effectivement, sur des jeunes de 8, 9, 10 ans. On leur fait des raquettes sur mesure parce que souvent, ils sont entre deux tailles ou souvent, ils n'ont pas forcément la force pour. Donc, on leur fait quand même des raquettes qui sont beaucoup plus légères, mais avec le rendement d'une raquette qui est un peu supérieure, etc. Et c'est génial parce que tout ce qu'on découvre avec eux, ça nous sert aussi, nous, dans notre gamme de raquettes juniors, en disant, tiens, là, tu vois, pour ce type de joueur-là, il manque peut-être une taille, ou ça, on est un peu lourd, etc. Et c'est top. Et peut-être que dans l'eau, il y en a un qui, effectivement, éclorera, et ça peut être sympa, quoi. Donc, on a aussi Chouchouter toute les une jeunes. politique. Ouais, c'est là où on essaie de trouver le juste bon nombre, parce que pour ça prend du temps. Hein. Mm. Passer du temps avec chacun d'entre eux, développer. On emmène les ingénieurs sur le terrain pour leur faire tester des raquettes. Les gamins, ils sont comme fous. D'habitude, ils reçoivent juste un petit paquet dans un carton et Ouais. puis c'est tout, quoi. Puis Génial. t'aimes ou t'aimes pas. Ouais, ouais. Nous, on essaie d'aller beaucoup plus loin. On adapte le cordage aussi. On fait plusieurs tests avec des cordes. Et c'est vrai que pour eux, c'est top. On essaie de les considérer comme s'ils étaient pros, au moins sur la partie matérielle, quoi. C'est combien de magasins Decathlon en France? Oula, que je dis pas de bêtises, je vais me faire taper sur les doigts par, je sais pas, je dirais à peu près 300. Et en Europe, tu sais? Alors en tout, on en a 1700 En Europe? et, dans le monde. Et Ouais. on va dire que l'Europe doit représenter à peu près 1100, 1200 magasins. Donc tu me disais, c'est 47 personnes qui Sur le développent, tennis. qui développent le tennis en Ouais, France. ouais. Ouais, c'est incroyable. Et Ils sont là d'ailleurs.
Ah yes, très bon ça. Tu veux qu'on essaie de faire un petit. Alors, Vas-y, si tu peux tourner un peu l'écran. Ouais. allez, Ah ouais, très attends, bien. je vais me déprocher, je vais essayer. On va rien leur dire hein, parce qu'ils vont pas. Et voilà, ça va vous donner un peu les coulisses de nos bureaux. Très cool, ça sera pour les auditeurs du podcast, il faudra aller sur la chaîne de tennis. Voilà. Tennis et gens de podcast sur la chaîne YouTube. Bonjour à tous. Hein. Ciao, ciao. Ah, c'est excellent, c'est quoi le petit truc sur le côté là, Ah l'espèce non, de. chut, on peut pas le dire. Il y a Ah quand même bon? quelques produits secrets quand même. Mais Regarde, tu veux que non! je te montre ça? Regarde, ce que c'est ça. Ah bah voilà! Qu'est-ce que tu fais Ah, là-dessus? ça, c'est le futur, ce qu'on appelle le tennis wall. C'est un outil extraordinaire d'apprentissage Ah ouais. pour les coachs. Et donc, c'est un truc qui est complètement gonflable. Ouais, Ben, voilà, où il y a deux phases. Une phase qui renvoie la balle avec un rebond. Donc, c'est cette phase-là. Il y a une autre phase qui est derrière, qui est une phase où la balle va repartir direct avec aussi un d'accord. filet. Énorme. Voilà. Et ça, c'est ce qui va permettre, entre guillemets, et c'est ce qu'on essaie de viser avec les coachs, c'est de se dire, bah, pendant qu'on fait plusieurs ateliers, un prof va pouvoir, sur un cours, avoir plusieurs ateliers. Lui, il va pouvoir faire un atelier et les gamins à côté vont pouvoir, au lieu d'attendre que ce soit leur tour, faire des exercices avec ce wall aussi. Bien Donc, il vu. suffit qu'il y en ait deux sur un terrain, par exemple, et le but, c'est que les gamins, ils tapent sur une heure de tennis 150 fois la balle. Ouais, Alors que souvent, là, en cours collectif, quand tu observes, bah, s'ils tapent 30 fois la balle sur une heure de tennis, c'est un grand maxi, quoi. Alors, on d'accord. sait que le tennis est un sport de répétition. Ouais, Donc bien joué. voilà, donc ça, c'est un nouveau produit qui sortira cet été. Tu vois, Ah, ils c'est sont pour ça, c'est forts. Ils sont forts. En Chine, aujourd'hui, c'est combien de magasins? une centaine de magasins, 150 magasins, je crois. Bon, et toi, tu as contribué pendant 5 ans à Du l'ouverture. numéro 1 au numéro 17. C'est beau. Est-ce que tu peux nous relayer une anecdote mythique, peut-être sur les négociations avec les Chinois qui sont un peu Ah, penchés sur la boisson, certaines Est-ce voilà, qu'il y donc a un truc si jamais vous l'avez jamais fait, je vous déconseille un truc, c'est d'entamer les négociations au repas du soir. Ça se fait beaucoup en Europe et c'est assez sain. Et on Ouais, peut très bien discuter autour d'un repas. En Chine, n'acceptez jamais ça. Il faut que vous ayez bouclé la négociation avant le repas. Non, c'est un truc de fou en fait. Et la plupart de leurs négos, hein, pas que dans le sport, mais partout, se font comme ça. C'est-à-dire que voilà, c'est des repas qui durent pas très longtemps mais où on a l'impression que le but, c'est de boire le plus soit de bière possible, soit de l'alcool de riz. Hein. Alors, ça ne s'appelle pas le saké parce que c'est japonais. vin Mais rouge aussi, non? ouais, aussi un peu. Ils mélangent. Hein. Ils mélangent un petit peu tout et ils se mettent cartable en 1 heure, 2 heures, comme ça. Et souvent, c'est le moment où ils choisissent pour peut-être pas te faire signer, mais te faire obtenir un accord sur des trucs et tu n'es absolument plus lucide du tout pour pouvoir le faire. Et c'est vraiment pas le bon moment. Donc, ça, c'est des Et ça choses t'est qu'on a. arrivé, ça t'est arrivé de sortir des trucs que tu n'aurais pas dû dire à ce moment-là? Ah oui, oui, bah, forcément. Bah, je pense qu'on s'est tous fait avoir au moins la première fois. Et puis après, en général, on finissait par y aller à deux ou trois. Et il y Ouais, en avait toujours un qui servait parce qu'ils ne comprennent pas que tu ne joues pas le jeu non plus. ouais. Donc, c'est là où l'exercice est effectivement compliqué. C'est une sorte de coutume. Voilà, donc, il faut que tu joues le jeu parce que sinon, tu n'auras aucune négo possible ou tu n'auras pas Ah ce que ouais, ils le tu. prennent mal sinon? Ouais. Ah ouais, oui, ils le prennent très, très mal. Ah ouais, parce que moi, la première fois que ça m'est arrivé, bon, bah, je me suis fait voilà, avoir. Et puis, la fois d'après, tu te dis, bah, je ne bois pas. Et donc, je refuse tout. Je refuse Ah, là, c'est encore pire. Ah ben là c'est pire. Là tu es sûr de perdre le contrat ou de pas obtenir le contrat. Donc, il D'accord. faut trouver ce juste milieu-là. Mais bon, c'est pas très sain. Et les négos, c'était pourquoi? Pour des usines, pour des Ouais, ou des emplacements emplacements. Voilà, des D'accord. emplacements. Alors, il y avait plusieurs choses, soit des emplacements de magasins, et ça, c'est sans doute le pire parce que c'est souvent soit des gens de l'immobilier, soit des mairies, soit etc. Mais Ouais. ça pouvait être aussi dans le référencement de certains fournisseurs. Voilà, donc il y avait un petit peu tout, mais c'est vrai que tu peux vite Tu, devenir alcoolique en fait. tu nous as pas dit que le resto se poursuivait au karaoké derrière. Ouais, si tu as survécu au resto, tu peux tomber après dans l'épisode karaoké.
Et là, Il c'est. t'achève. Ouais, ouais, là, ils t'achèvent. Mais en général, quand ils vont au karaoké, eux aussi, ils sont déjà bien Bien achevés. Donc, imbibé. ouais, ouais, ils sont déjà bien. Là, je pense que les négos sont finis. Après, c'est plus pour le petit plaisir. Mais D'accord. t'imagines un karaoké en chinois, Ah. quand tu parles pas beaucoup un mot de chinois, Et t'as dû voilà, chanter, là, toi, ou pas? ah bah ouais, ouais, tu es obligé de chanter. Mais En c'est pareil, anglais? ça se refuse pas. Oh bah Oh, oui, oui, ouais, tu choisis la seule chanson qui est en anglais, que tu connais pas ou que tu voilà, et puis tu baragouines un truc, et de toute façon tout le monde trouve ça super, et alors que c'est absolument monstrueux, mais c'est pas grave. tu nous retrouveras la vidéo, hein, qu'on la mette en bonus. Ouais, 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 bah, je pense que je les ai toutes jetées très très loin. Mais ouais, ouais, non, bah, ça fait partie C'est des petites mythique. anecdotes, exactement. Mythique. Incroyable. 5 ans là-bas, sacrée expérience de vie quand même. Ouais, 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 c'est un bel apprentissage. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? J'ai quelques questions après de fin, mais qui sortent un peu du cadre purement tennis. Est-ce qu'avant de Ouais. terminer avant de basculer sur les questions de fin, il y a un mot que tu aimerais ajouter sur Artengo ou Decathlon? Bah, pas forcément grand-chose. Moi, ce que j'ai envie de faire passer, c'est si, si vous avez envie de tester, testez. Et faites-vous votre propre opinion de tout. Voilà. Et nous, on est très, très preneurs de tous les retours. On traite les avis clients, tous les avis clients. On répond pratiquement à tous les avis clients, notamment quand il y a des remarques un petit peu plus négatives. Et voilà, on est vraiment dans la volonté de toujours progresser. Donc, tester les raquettes, donnez-nous votre avis pour qu'on puisse à la fois les faire évoluer s'il y a encore besoin de les faire évoluer. Bon, voilà, moi, je trouve que le marketing, c'est bien. Après, voilà, le test produit, c'est ce qui fait C'est ce foi qu'il y a de pour mieux, nous. ouais. Le parcours Ouais. de test est assez facile. On se rend en magasin, on laisse On une se caution, un rend truc comme ça. exactement, on se rend en magasin. En général, on a nous plusieurs niveaux de magasins qui suivent plusieurs niveaux de gamme. Il y a des grands magasins, puis il y a des magasins plus petits. Mais en général, la gamme de tests est pratiquement disponible partout dans tous les magasins. Et bah voilà, vous avez un produit et vous le sortez pour 3, 4, 5 jours. C'est en général une empreinte de carte bleue ou même pas de temps en temps. Et puis bah, voilà, ensuite, c'est intéressant de comparer les produits aussi entre eux, euh, quelle que soit la marque d'ailleurs. C'est toujours intéressant parce que souvent les gens en testent une, puis la semaine d'après une autre, et puis etc. Je trouve qu'à un moment donné, le test en même temps, sur la même heure de cours, avec les mêmes sensations du jour, c'est aussi vachement intéressant. Et puis on fait 5 minutes avec une raquette, puis on la pose derrière, puis on refait 5 minutes avec une autre. Et c'est ça véritablement ce qui permet de faire la Ouais, différence ou d'aller voilà, clairement. vers une des préférences. Donc, testez. Si vous n'êtes pas convaincu, testez. Yes, bien vu. Ok. Pour terminer, Cyril, est-ce que tu peux me dire quel type de manager tu es? Oula, c'est mes équipes qui le diront mieux que moi. J'aime beaucoup donner le sens et je les laisse faire sur le comment. Ok, C'est peut-être un peu technique, mais voilà. Moi, j'interviens très peu sur le comment. Ils sont toujours mieux placés. Un ingénieur sera toujours mieux placé que moi pour traiter comment il faut faire les choses. Moi, j'essaye de passer beaucoup de temps sur le sens de ce qu'on fait, le sens de nos actions. Et après, je leur laisse, en général, c'est ce qu'ils me disent, beaucoup, beaucoup d'autonomie. Et on est aussi dans une idée de on teste, on se plante, on recommence, on teste, on se plante, on recommence. Donc le droit à l'essai, on appelle ça comme ça chez nous, le droit à l'erreur, il est très très présent et il est obligatoire même pour qu'on puisse avancer. Sinon, on n'avance pas. incroyable. Et ça, je le ressens. Moi, ça fait 3 ans là, que je suis dans le Pays Basque et je le ressens sur le matériel de surf. Les puristes ici prennent souvent cet exemple en disant Decat, il y a 10 ans, sur le surf, c'était osé et audacieux de se lancer. Et c'était évidemment approximatif. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes cité en tant que référence sur euh, sur les matières des combis, le néoprène. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est accepter de tester, de rater et de Mhm. recommencer. Et ça fait 10 ans que vous, à peu près, grosso modo, je crois que vous faites ça dans le surf. Et ce Ouais, qui ouais, est c'est ça. fou, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes cité par les experts dans le coin. Et franchement, mentalement, c'est pas toujours facile d'accepter de rater. Et Ah bah non, 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 surtout quand mais on a la chance de pouvoir mener des projets sur le moyen et long terme.
Ouais. Et ça, c'est une chance incroyable que nous donne Decathlon, c'est-à-dire que voilà, on ne nous dit pas, bah, tu as un an pour réussir. Hmm. Non, parce que de toute façon, ça s'est voué à l'échec. C'est-à-dire qu'en un an, on n'apprend pas à faire un produit. En un an, on n'est pas les. Donc voilà, il nous faut du temps. Et ça, c'est une boîte pour ça qui est fantastique. Il nous laisse le temps de mener des projets long terme. Ouais. Moi, j'ai écrit un projet pour le tennis, c'est un projet pour dans 10 ans. Ah ouais. Et donc, voilà, et on écrit. Balance, balance, Cyril, balance. Ah ouais, non, mais on aura plein de trucs, hein, on aura plein de trucs, mais sur des pistes d'innovation ou sur comment on verrait le truc, etc., etc. Donc, on a des visions, on travaille beaucoup les visions à 10 ans, et c'est ce qui nous permet ensuite, voilà, bah, de se dire, oui, bien sûr qu'on doit rendre des comptes année après année, ça c'est sûr, mais plus sur euh, le parcours que sur des résultats purs. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous avez dit, ce que vous mettez en place, est-ce que vous êtes au rendez-vous? Est-ce que ça avance comme vous vouliez? Est-ce qu'il y a des Hmm. points durs, etc. C'est plutôt dans cette notion de voilà d'accompagnement sur des objectifs plutôt que des objectifs purs qui tombent comme ça et tu dis bah ok bah si je suis pas au rendez-vous merci au revoir quoi. Bon, on aura d'autres épisodes à tourner, c'est cool, tant mieux. Est-ce qu'il y a un livre que tu aimes bien, qui t'a inspiré, pas forcément en tennis, hein, lecture globale et générale? Ouais, alors j'ai lu un livre récemment. Alors, il faudrait que c'était autour justement du Kilimandjaro et toute une quête effectivement personnelle sur les difficultés rencontrées lors d'une expédition. Moi, j'aime bien ça parce que il y a des moments où on peut se laisser, entre guillemets, où il y a du succès et on peut se laisser partir avec le succès. Et il y a des moments qui sont extrêmement difficiles. Et moi, je trouve ça riche parce qu'on peut l'appliquer à la fois aux professionnels, à la fois aux personnels. Et voilà, il y a des étapes qu'il faut passer, où il faut s'aider les uns les autres. Il y a des étapes qui sont plus joyeuses et où là, on a l'impression que tout va dans le bon sens. Ouais. Et je trouve ça s'applique bien en plus aujourd'hui. C'est pour ça que quand on parlait de Gaël tout à l'heure, ouais, bah, janvier, c'était extraordinaire. OK, prenons-le comme quelque chose d'extraordinaire. Et c'est sans doute pas la moyenne des choses qui va nous arriver. Et il y aura des trucs qui seront plus compliqués. Et pour lui, bon, pour nous, je ne sais pas, c'est surtout pour lui. Mais c'est intéressant, je trouve que d'avoir ce schéma de pensée-là, c'est chouette. Tu me Faudrait feras que passer le titre à ouais, l'occasion. ouais, je te ferai passer le titre. Un, C'est une belle histoire. un film que tu nous recommandes, un seul. Ah, un film, Alors, qu'est-ce que j'ai regardé plein de fois? Allez, j'ai regardé plein de fois Le Mans 66 parce que je suis fan de sport automobile et de sport automobile des années 70 et je trouve que l'histoire de Ford contre Ferrari est une belle histoire aussi de savoir-faire et je trouve ça intéressant. Si tu devais avoir une bagnole ancienne dans ton garage, ça serait laquelle du coup? Oh, alors là, il y en a beaucoup Une trop. seule, Une seule. Cyril, ne t'emballe pas. Ah, allez, une Ford GT40. Je vois pas du tout ce que c'est. Ah ben voilà, ben tu regarderas le film. Non, voiture mythique qui a gagné 3 ans au Mans d'affilée, de 66 à, je vais dire une bêtise, les puristes me diraient non, c'est pas de 66 à 69, mais ça va être dans ces eaux-là quand même. Le concert le plus ouf auquel t'es assisté? Oh, fantastique. Seattle, on a parlé de Seattle tout à l'heure. J'étais étudiant à l'université de Seattle. On était 10 dans un bar et j'ai vu jouer Nirvana 10 à 10 dans un bar. Et Le qu'est-ce qu'il groupe foutait était, là, le mec, devant 10 personnes? c'était au début de leur carrière, ils n'étaient pas du tout connus, Ah ouais, ils sont de Seattle, et donc d'accord. ils arpentaient les bars, et en fait, j'avais une correspondante là-bas qui habitait à Seattle, et son mec jouait de la musique, et elle nous avait invités un soir, en nous disant, tiens, bah, là, il y a un petit groupe sympa qui joue dans un bar, et honnêtement, hein, je pense que je l'ai découvert 10 ans après, hein, que c'était Ah eux. ouais. Et t'avais pris une claque ce soir-là ou pas? Non, pas du tout. Ah ouais? Bah, non, à l'époque, c'était du grunge, mais pas commercial du tout. Ils étaient en rodage complet, quoi. Ouais, ouais, ouais. T'arrivais pas à comprendre un mot de ce qu'il Ouais. racontait. C'était en mode. Mais bon, j'avais trouvé ça sympa, mais tu vois, ça m'avait pas fait tilt. Et J'ai ben vu voilà. j'ai vu le documentaire sur Johnny sur Netflix il y a pas longtemps. Il disait, il se revoyait dans ses années jeunes. Il disait, waouh, putain, j'étais moche et qu'est-ce que je chantais mal. Ah, oui, oui, non, ouais. Pareil, tu vois. Non, mais c'est ça, ben, c'est ça. Et puis après, je pense qu'il rencontre aussi des réalisateurs ou des producteurs
qui font que la musique elle devient de plus en plus audible. Et puis après, tu finis par faire des disques mythiques et être un groupe mythique. Mais voilà, on était 10 dans le bar. Pour les jeunes qui nous écoutent, qui font peut-être management du sport ou autre et qui rêvent de bosser avec toi, tu leur conseilles quoi? Euh, Moi, j'ai beaucoup aimé toute la période où j'étais en magasin au contact des clients et des utilisateurs. Ok. C'est là que déjà j'ai transformé ma passion du tennis en ma passion de vendre des produits de tennis et d'essayer entre guillemets, de donner à chaque joueur le matériel le plus adapté. Moi, j'ai adoré cette période-là. J'adorais corder. Je passais la journée à corder. Et j'avais réussi dans mon petit magasin de la région parisienne, qui n'était pas un grand magasin et pas avec une grosse population de tennis, mais de créer pratiquement un lien avec tous les joueurs des deux clubs autour. Mhm. Et je trouvais ça absolument génial. Donc, enfin, je dirais le terrain de manière générale, mais l'expérience en bout de chaîne, avant de faire de la conception, de faire du marketing, c'est quand même vachement apprenant. Yes. Et ça permet voilà, de partir sur des bonnes bases et de se dire l'objectif, c'est de satisfaire l'utilisateur et pas forcément satisfaire qu'un niveau de chiffre d'affaires ou d'atteindre un niveau de chiffre d'affaires, etc. Que si tes clients sont satisfaits, en général, le reste suit. Hmm. T'es plus Roger, Rafa, Joko, Daniel ou Bon, Gaël? je suis obligé de dire Gaël. Non. Non, bon, mais je suis fan de Gaël quand même, mais je suis fan de Roger. Ah ouais? Mais là, alors, si tu m'avais dit quel est le match que tu as le plus vu, je pense que j'ai vu 25 fois la finale de l'Australian Open de 2017 entre Pouah, Rafa et Roger. Je extraordinaire. connais le cinquième set par cœur. Ah quand même, on est sur un puriste. Par cœur. Bah, mené 4-2, break de retard, au fond du trou, 40 je crois. Là, il y a une balle qui tourne en sa faveur. Et là, il fait pratiquement 5 jeux de suite en jouant à un niveau stratosphérique. Extraordinaire. Et l'autre J'étais jour, aussi. j'ai revu Indian Wells de la même année 2000. Là, de toute façon, ce trimestre-là, il était injouable. En revers, il était injouable. Il Il y a revenait un de truc, blessure en plus, c'est fou quoi. il n'avait pas joué depuis un an. Il y a un truc qui tourne sur YouTube et qui s'appelle d'ailleurs le jour où Roger était injouable en revers. Et là, c'est une compilation de ces 4 mois-là et tu vois que des revers gagnants. Et là, tu dis, c'est pas possible. C'est un génie. Quoi. Un Extraordinaire. génie. J'adore. C'est bon ça. J'étais sur le télésiège au ski, enfin j'étais au ski sur les pistes pendant cette finale et je regardais sur mon téléphone portable. J'étais avec 7 potes. Il n'y en avait pas un qui comprenait pourquoi j'étais rivé sur mon téléphone. Je leur disais, mais c'est moi qui comprends pas pourquoi vous suivez pas aussi sur vos téléphones respectifs. Et je crois que j'ai versé une larme sur le télésiège à 30 mètres d'altitude, enfin du sol. C'était exceptionnel. Incroyable. C'était. Voilà, celui-là, je le Yes. connais par cœur, celui-là. C'est ça qui est bon. Ouais, exactement. Bon, écoute, on a fait un bon tour de piste. Une citation que t'aimes bien? Est-ce que t'en as une ou pas? Ah, j'aime beaucoup ce qu'il y a écrit sur le De droit Stan? ou gauche de Stan. Ok. Tomber, C'est tomber mieux, tomber plus fort, tomber voilà, encore, retomber, c'est retomber et écrit, se relever. sur un de nos murs. Ok. Pour terminer, une personne que tu aimerais bien entendre sur ce podcast et que tu pourrais nous aider à avoir. Gaël, Tu pourrais nous aider à avoir Gaël? je peux essayer, en tout Bon. cas. Je peux Bon, essayer. on a déjà parlé avec lui, donc c'est trop facile. Parce qu'il nous a dit, Ah, il nous a donné accord de il a déjà principe, dit oui. ouais, ouais, depuis un petit moment. Est-ce qu'il y a une autre personne qui t'intriguerait? Alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui m'intriguerait dans le monde du tennis? Ah, si, il faut que vous invitiez Charles Offray. Ah ouais, ok. Fantastique. Pourquoi? Ah. Ouais, c'est un gars qui a tout compris de ce que doit être une académie et de son rôle d'accompagner des jeunes qui ont envie de devenir pro, mais qui, pour malheureusement, 90% d'entre eux ne pourront pas gagner de l'argent avec le tennis, et les préparer à jouer quand même cette carte à fond et derrière assurer un niveau d'études, assurer
de faire ses études aux États-Unis pour avoir aussi. Et je trouve qu'il a son académie a une philosophie, et lui a une philosophie d'à la fois mêler éducation et tennis à fond, que je trouve fantastique. Ah bah cool. Écoute, ça J'aime sort du beaucoup, cadre, je le garde à l'esprit. j'aime beaucoup ce garçon. Top. Ben, un grand merci Cyril pour ton temps. Merci beaucoup. Merci à Ton toi. partage et puis ton ouverture de C'était- discours, si je puis dire. Merci, c'est gentil. C'était avec plaisir, en tout cas. Allez, bah, à bientôt, prends soin de toi. Ciao, Allez, ciao. à bientôt. Ciao. Merci d'avoir suivi ce 3e hors-série dédié à l'histoire des marques jusqu'au bout. Et merci à Cyril de nous avoir partagé ton expérience avec beaucoup de générosité. Like-moi cette vidéo, mets-nous 5 étoiles et un commentaire sympa, peu importe que ce soit les plateformes audio ou vidéo. Enfin, audio, c'est possible uniquement sur Apple Podcast, mais vidéo sur YouTube, bien entendu. Et pense au bouche à oreille, à gogo, à tous ceux qui jouent à Artengo ou devraient s'y mettre. Envoie cet épisode, transfère-le à tes potes de club ou aux personnes qui écoutent des podcasts de sport, de tennis, peut-être plus de sport, hein, et qui pourraient se mettre à ceux de tennis. Voilà. Merci à Tolotra qui a écrit sur Apple Podcast, bravo. Merci Max et Tennis Légende. Quel plaisir de t'écouter et de te voir progresser en interview. Aussi, quand on réécoute les archives, eh bien, ma foi, si tu te retapes les archives, Tolotra, t'es vraiment au-dessus du game des légendes. Donc merci à toi. Et viens me dire, toi aussi, si tu n'as pas mis de commentaire, ou même si tu en as déjà mis un, mais il y a très longtemps, viens me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Ça m'aide considérablement à continuer. Blague à part, ça m'apporte énormément d'énergie pour comprendre ce qui vous plaît. Donc n'hésitez pas à me le dire, à ce qui vous plaît moins aussi, de manière objective et constructive, hein, ça fait toujours plaisir. Et ça fait la diff. Et les commentaires permettent de mieux nous référencer, donc à terme d'avoir des invités de marque, de renom, de prestige. Vous l'appelez comme vous voulez. Voilà. Un énorme merci aussi aux tipeurs qui soutiennent le podcast. Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif. On ne vit pas totalement de ce projet, mais on commence à voir la lumière et Tipeee nous permet d'y voir un petit peu plus clair, n'est-ce pas? Donc chacun à sa mesure, à son échelle, c'est toujours cool de se sentir soutenu. C'est une pierre à l'édifice, tu peux le faire à hauteur de 2 € ou plus par mois. Donc voilà, toujours très cool. Tu tapes TIPEEE avec 3 E dans Google, espace tennis, légende podcast, et c'est très facile à trouver. Et voilà, merci par avance. Merci les légendes d'être là chaque semaine un peu plus nombreux. J'ai fait le compte, on est à peu près à 100 000 écoutes par mois entre les plateformes audio et YouTube et les courts extraits, hein, tout cumulé. Donc voilà, on part de très très loin, hein, je tiens à vous le dire. Et c'est quand même une très belle donnée, un beau chiffre qui motive à aller chercher de nouvelles personnes, de nouveaux auditeurs. Comme je vous le disais un peu plus tôt, le bouche à oreille fonctionne à merveille, donc ne lâchez rien là-dessus. Vous êtes tous des ambassadeurs et ambassadrices, même s'il n'y a pas tant de femmes que ça, hein, il y a à peu près 90% d'hommes. Je vous donnerai les stats des audiences dans un autre épisode, ça sera l'occasion de vous les partager. Mais en tout cas, merci pour tous les commentaires que je reçois, les personnes qui me contactent sur Instagram. Il y a le compte maintenant dédié au podcast, Tennis Légende Podcast. Vous pouvez me suivre sur le compte perso aussi, Max Zamora TL. Globalement, on ne lâche rien. Et je lance un appel avant de raccrocher. On aimerait refaire la série Dans les yeux qui avait été réalisée pendant les championnats de France par équipe d'hiver l'année dernière. Timothée et Louis-Xavier avaient suivi la Villa Primrose de Bordeaux en faisant 4 épisodes sur Hugo Grenier, Benoît Paire, Shark, dont on a parlé dans l'épisode, et Romain Jouan. Et on aimerait suivre un autre club cette année. Si vous avez les bons contacts, envoyez-les-moi à max@tennislegende.fr. Merci par avance, ça serait hyper cool de pouvoir retourner avec de nouveaux joueurs, de nouveaux profils et voilà, de nouvelles images. C'est tout pour cette semaine les légendes, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao.